Merci d'être de retour pour cette troisième session du colloque organisé par l'IRESP. Alors pour ma part, je suis Christine Ferron, je suis déléguée générale de Fédération Promotion Santé. Et donc Karine Galopel-Morvan, professeure des universités à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Voilà, nous aurons le plaisir d'animer cette session, donc, dont le thème est d'un contexte à l'autre, le défi de la transférabilité des interventions. Donc on va vraiment aborder cette question de la transférabilité. Donc il ne vous aura pas échappé que chaque session en fait a sa propre organisation. Et donc celle-ci est encore différente des deux précédentes. C'est-à-dire que nous avons nos trois intervenants et intervenantes qui sont ici. Qui vont présenter les uns les unes après les autres leurs travaux et nous conserverons en fait les questions pour la fin. Alors c'est aussi une table ronde assez courte, c'est la raison pour laquelle on a choisi de conserver la dernière demi-heure pour les questions, qu'elles soient à distance ou dans la salle. Voilà comment ça va se passer. Alors, on a trois interventions qui se passent dans des contextes très différents. Donc, on va commencer par le premier contexte en EHPAD avec donc Nelly Agrigné qui va vous présenter un programme de bon usage des antibiotiques en EHPAD. Alors, j'ai peur de mal prononcer, c'est Oranit. Voilà. On vous laisse la parole pour 20 minutes. Peut-être présentez-vous 2 minutes. Oui, je vais commencer par ça en effet. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter ce programme. Donc moi je suis Nelly Agrigné, je suis médecin de santé publique et épidémiologiste de formation et je suis chercheur à l'Université de Lorraine. Voilà, donc je vous présente le programme Oranit au nom du consortium que vous voyez sur cette diapositive qui regroupe plusieurs équipes de recherche. C'est un programme de bon usage des antibiotiques adaptable au contexte des EHPAD qui est financé dans le cadre d'un programme prioritaire de recherche antibiorésistance. Donc l'antibiorésistance, je pense que je ne vous apprends rien, c'est un problème grave qui a occasionné 1,27 million de décès dans le monde en 2019 et qui s'aggrave avec le temps. Elle résulte notamment d'un usage inapproprié des antibiotiques, que ce soit dans leur indication, pour des infections virales par exemple, qu'ils ne soignent pas, dans le type de molécules utilisées, la dose, la voie ou la durée du traitement. Et ce concerne différents milieux, les élevages, l'agriculture, la médecine vétérinaire, la médecine humaine aussi. Donc ici, on va se concentrer spécifiquement sur la médecine humaine. Les EHPAD, à ce titre, sont qualifiés de véritables réservoirs à antibiorésistance. C'est illustré sur cette diapositive sur des données de Santé publique France sur la consommation antibiotique en EHPAD, qui est 2 fois plus élevée qu'en population générale. Alors évidemment, l'âge et l'état de santé des personnes hébergées en EHPAD expliquent un peu cette différence, mais pas seulement. Et on voit qu'après une difficile diminution entre 2015 et 2019, on a eu une diminution franche, ça c'est l'effet pandémie, et que depuis la sortie de la pandémie, les consommations réaugmentent. Donc pour lutter contre l'antibiorésistance, des programmes de bon usage des antibiotiques ont été développés initialement, essentiellement dans les hôpitaux pour la médecine humaine. Ils ont montré leur efficacité dans ce contexte-là, mais leur mise en œuvre n'est pas optimale dans tous les autres contextes, et notamment en EHPAD. Donc, alors, qu'est-ce que c'est un programme de bon usage des antibiotiques? C'est un ensemble d'actions qui sont déclinées dans différents domaines. Alors ça, c'est ce qui existe dans les hôpitaux. Donc, par exemple, on doit avoir des éléments en lien avec la veille et le monitoring des consommations antibiotiques. Par exemple, le retour d'informations sur les consommations antibiotiques, par exemple, aux différents acteurs qui les utilisent. Une gouvernance et une stratégie du programme localement, une organisation, un pilotage, des formations pour les acteurs, une expertise mobilisable quand on a des questions spécifiques sur des traitements particuliers ou c'est des contextes particuliers, des patients qui présentent des situations particulières, et puis un ensemble d'autres actions qui peuvent être des outils d'aide à la décision, etc. Le problème, c'est quand on se pose la question de la transférabilité aux EHPAD de ces programmes, est-ce que ça reste adapté? Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités contextuelles à l'EHPAD qui font que ces dimensions-là loupent des dimensions qui pourraient être bénéfiques en EHPAD? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, il y a des programmes de bon usage qui ont été développés en Europe du Nord et aux USA essentiellement.
pour les maisons de retraite qui reposent sur des interventions dans la théorie de changement de comportement de Mickey, et qui ont montré pour certaines interventions une certaine efficacité. Néanmoins, on peine, quand on rassemble les données de la littérature, je vous ai mis les résultats d'une revue de la littérature en bas à droite, déjà à pouvoir faire une synthèse parce que les méthodes utilisées sont tellement différentes que c'est difficile de synthétiser les résultats sous forme chiffrée. Et quand on le fait, c'est pas très convaincant en termes d'efficacité. Alors, est-ce que ces programmes-là peuvent être aussi transférables aux EHPAD français? Ça, c'est encore une autre question. Alors, pourquoi les EHPAD diffèrent des maisons de retraite dans les autres pays ou des hôpitaux, notamment les EHPAD sans pharmacie à usage intérieur, parce qu'il y a différents types d'établissements qui peuvent s'appeler EHPAD. Déjà, par rapport à l'étranger, les systèmes de santé sont différents, avec des modalités de prise en charge et de reste à charge différents pour les individus. Un système juridique et réglementaire qui encadre le fonctionnement de ces établissements qui est différent aussi, des organisations qui diffèrent. Et puis pour ce qui concerne la partie hôpitaux versus EHPAD, eh bien, les parties prenantes du bon usage des antibiotiques dans les EHPAD sont externes à l'établissement, avec un fonctionnement propre et pas de hiérarchie possible. Donc pour structurer et organiser un programme impliquant l'ensemble de ces acteurs, c'est particulièrement compliqué. Les ressources humaines aussi posent difficulté en EHPAD, notamment les infirmiers et les aides-soignants, des effectifs insuffisants, un turnover important. En dépit de ce que les textes recommandent et obligent, notamment la présence de médecins coordonnateurs dans l'établissement, ce n'est pas toujours le cas en pratique. Il y a un rôle central des infirmières dans la prise en charge des résidents. Peu de ressources disponibles pour s'engager dans une démarche de bon usage. Et puis, en termes de contexte aussi, les patients, donc les résidents, sont extrêmement différents. Ils ont souvent, comme ils sont âgés et dépendants, ils ont des symptômes atypiques, une capacité diminuée à exprimer ces symptômes, en lien avec des troubles cognitifs qui sont particulièrement fréquents, des comorbidités qui occasionnent des polymédications, qui rendent la prescription de médicaments supplémentaires encore plus complexe. Et puis, l'EHPAD est avant tout un lieu de résidence avant d'être un lieu de soins. Donc, on est vraiment avec des durées de séjour qui sont assez longues et une vie en collectivité, ce qui, en termes de transmission des infections et des germes résistants, pose aussi des difficultés. Alors, les hypothèses pour expliquer les différents résultats et les résultats controversés de l'efficacité des programmes de bon usage en EHPAD. Déjà, la première qu'on a émise, c'était le défaut de prise en compte du contexte dès le développement du programme. Peut-être qu'on passe à côté d'une dimension essentielle. Et notamment, ça serait peut-être en lien avec un échec de ciblage de déterminants essentiels des usages des antibiotiques qui seraient propres à ce type d'établissement-là. Ensuite, les approches participatives n'ont pas toujours été mobilisées, n'ont pas toujours inclus l'ensemble des acteurs, ce qui pose des problèmes, c'est ce qu'on a évoqué dans les précédentes sessions, de pérennité du programme au-delà de la recherche. Et ensuite, la prise en compte du caractère dynamique du contenu du programme. C'est quelque chose qui a été aussi évoqué dans les sessions précédentes, c'est comment on met à jour le programme et comment on le prévoit d'emblée, cette mise à jour, à partir des recommandations qui sortent au fil du temps et des évolutions, typiquement la Covid par exemple. Ensuite, deuxième ligne d'hypothèse, le défaut de prise en compte du contexte dans l'implémentation du programme de bon usage. Problème de transférabilité, est-ce que les outils développés dans le contexte des hôpitaux sont adaptés au contexte des EHPAD? Si on prend par exemple les outils d'aide à la décision, ne pas tenir compte du fait qu'il s'agit de sujets âgés polymédiqués, c'est pas toujours adapté. Par exemple, il y a des outils qui aident au bon usage chez les enfants. Voilà, donc clairement, on a une adaptation à faire. Et puis un problème d'adaptabilité, c'est le problème de la taille unique ou effet prêt-à-porter, c'est-à-dire que le même programme peut ne pas convenir à l'ensemble des établissements. Et enfin, troisième sous-hypothèse dans ce champ, c'est le défaut d'accompagnement à la mise en œuvre du programme. Souvent, on a tendance à dire, voilà, on vous met à disposition les outils, ça marche, on vous a montré que ça marche, bon, maintenant débrouillez-vous, utilisez-les. Et ça, dans un contexte où peut-être la question du bon usage n'est pas fondamentale, parce que l'antibiorésistance, c'est un petit peu comme le changement climatique. Tout le monde le connaît, mais personne ne veut rien faire individuellement pour faire avancer la question. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est posé comme prioritaire dans les représentations des soignants, la plupart du temps, et en particulier en EHPAD. Et ensuite, le problème de méthodologie d'évaluation avec des études quasi expérimentales, essentiellement un reporting limité sur les évaluations de processus quand elles sont conduites, qui peuvent expliquer aussi ces différences de résultats.
Donc, dans ce cadre, les objectifs du projet Oranit, c'était d'abord de comprendre les déterminants des usages antibiotiques avec une approche extensive dans la littérature et sur le terrain des déterminants contextuels et individuels de ces usages. Et à partir de ça, développer un cadre conceptuel, on va vous le dire juste après, pour permettre de développer un programme qui soit adapté au contexte général des EHPAD. Donc déjà, il y a une version méso du contexte. Et ce programme, il comprendrait 3 volets. Donc un volet diagnostic contextuel pour pouvoir offrir un programme sur mesure à partir d'un catalogue d'outils, qui serait le deuxième volet du programme, adapté à la situation particulière de l'EHPAD. Et enfin, un volet support à l'implémentation qui doit impliquer les acteurs pour assurer sa pérennité au-delà du programme. C'est l'accompagnement à la mise en œuvre de ce programme sur mesure. Bon, le troisième objectif, c'est d'évaluer ce programme avec les poncifs usuels, l'efficacité, la sécurité, l'implémentation, le contexte. Donc, nous, on a voulu mettre l'accent dans Oranit sur comprendre pourquoi les programmes développés dans les hôpitaux ne fonctionnaient pas et sur justement ce cadre conceptuel sur lequel on allait s'appuyer pour développer notre programme et pas passer à côté de certains déterminants qui nous paraissaient importants. Donc, une première partie du projet sera d'élaborer ce cadre conceptuel. Et ensuite, on développe le programme. Alors, en 2 work packages, parce qu'il y en a un qui est un peu risqué, c'est celui du diagnostic contextuel. Bon, c'est la première fois qu'on fait ça chez nous, donc on avait un peu peur de se louper. Du coup, on l'a mis à part, parce que si jamais ça ne marche pas, les 2 autres volets pourront continuer à avancer. Et donc, les 2 autres volets du programme, le catalogue d'outils et le support à l'implémentation, sont développés dans un dernier work package. Et il y a 2 work packages qui s'intéressent à l'évaluation, l'étude pilote, le VP4, et l'essai contrôlé randomisé, le VP5, qui permettront de développer des guides d'implémentation pour un déploiement éventuel ultérieur. Et éventuellement de réaffiner les cadres conceptuels. Donc pour développer le cadre conceptuel, on s'est approché sur 2 approches. Une revue de la littérature, déjà des cadres théoriques existants, des déterminants identifiés dans la littérature individuelle et contextuelle, à la fois dans les études qualitatives et quantitatives. Et à partir de ça, on voulait faire une synthèse dans des ateliers pour avoir un cadre conceptuel unique. Dérivés de la littérature. Deuxièmement, une approche plus empirique, des observations sur le terrain, des entretiens ont été conduits sur le terrain, et à partir de ça, et de la théorisation ancrée, on produit un cadre conceptuel. Et l'idée au départ, c'était de faire un cadre conceptuel unique à partir de tout ça. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait possible, je vous le dirai tout à l'heure. Deuxième volet, développement d'un outil diagnostic contextuel. Alors pour ceux qui s'intéressent à la mesure de la santé perçue, on sait un petit peu la même chose, sauf qu'on essaie de mesurer un trait latent à l'échelle d'une organisation. Donc un petit peu mesurer quelle est la norme sociale en termes d'attitude, de déterminants psychosociaux à l'échelle d'un établissement, de motivation à changer ses propres pratiques, et tout ça auprès de plusieurs intervenants. Donc les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins coordonnateurs et les médecins généralistes. Et puis, deuxième volet du diagnostic contextuel, c'est le développement d'un outil qui s'intéresse plus aux facteurs organisationnels dans l'EHPAD, où en est la gouvernance et le pilotage du bon usage dans l'établissement, les actions de bon usage déjà mises en place, et puis le degré et la qualité d'implémentation. Ensuite, le développement de la boîte à outils. Donc là, on a décidé de prendre le parti de ne pas partir de rien, puisqu'il y avait des choses qui existaient déjà. Donc on a fait un inventaire des outils existants dans les outils utilisés dans les hôpitaux et dans les EHPAD à l'étranger, qu'on a adaptés au contexte français. Et puis, on a recensé les outils utilisés dans les EHPAD. Je vais vous dire comment tout à l'heure. Et enfin, on a croisé le catalogue avec le cadre conceptuel pour essayer d'identifier des déterminants non couverts pour développer de nouveaux outils qui cibleraient des déterminants qui n'auraient pas été ciblés jusque-là. Le support à l'implémentation se développera, lui, à travers des ateliers impliquant les différents acteurs qui sont missionnés et mandatés sur le bon usage des antibiotiques, que vous voyez inscrits sur cette diapositive, et les chercheurs. Il s'agira de définir le type de support à l'implémentation, les acteurs en charge de ce support au-delà du programme, c'est la question qui était évoquée tout à l'heure aussi, l'adaptation de ce support aux facteurs contextuels. On ne se prive pas de se dire certains établissements auront peut-être moins besoin d'être accompagnés que d'autres. Et donc de faire une approche un peu d'universalisme proportionné à cet effet.
Donc l'évaluation du programme, elle comprend une étude pilote qui permettra de mesurer les premiers effets et d'ajuster éventuellement le nombre d'EHPAD à inclure dans l'essai contrôlé randomisé, mais surtout par une évaluation de processus, de développer un premier guide d'implémentation, d'affiner le programme, de développer également le support à l'implémentation et d'affiner le cadre conceptuel. Et puis enfin, un essai randomisé en grappe avec des méthodes classiques recommandées par le MRC. Je vais passer un peu plus vite parce que je voudrais vous montrer les résultats quand même. Donc sur le cadre conceptuel, la revue des études quantitatives nous a permis de mettre en avant des facteurs qui étaient relatifs à la structure, donc à l'EHPAD, des facteurs qui étaient relatifs aux prescripteurs, des facteurs qui étaient relatifs à la prescription et des facteurs qui étaient relatifs aux résidents. Simplement, les méthodes quantitatives, elles sont un peu limitées parce que souvent, les chaînes causales sont linéaires. On étudie l'association d'un facteur avec d'autres facteurs éventuellement ajustés sur d'autres facteurs, mais on a du mal à évaluer les chaînes complexes. Et donc là, par exemple, ce qu'on a mis en évidence, c'était que sur les facteurs organisationnels, c'était le fait que la présence d'un médecin coordonnateur sur place, ça permettait de diminuer les volumes de prescription. C'était associé à une diminution des volumes de prescription. A contrario, quand on avait un grand nombre de prescripteurs qui intervenaient dans l'établissement, on avait des volumes antibiotiques prescrits qui étaient plus importants. Donc ça pose la question de comment organiser la prescription dans les EHPAD. La revue des études qualitatives, elle nous a permis d'élaborer un nouveau cadre. Donc ce sont des résultats préliminaires qui demandent à être consolidés, sur lesquels on est en train de travailler à leur publication. Et là, justement, on voit que les choses sont peut-être un petit peu plus complexes, et notamment les systèmes sont emboîtés. En fait, premier niveau, c'est le résident. En première ligne vers le résident, il y a les soignants. Les soignants qui, en fonction de leurs attitudes par rapport aux infections, etc., vont déclencher des alertes ou pas et solliciter tout un tas d'acteurs qui sont externes à l'établissement, à commencer par le médecin généraliste, soit de garde, soit traitant, en fonction des heures, la pharmacie, les microbios, l'hôpital parfois quand le tableau est grave. Et donc on voit qu'il y a toute une couche de facteurs, un peu comme dans la roue de Dahlgren. Enfin, la méthode empirique sur le terrain nous a permis, je vous passe tous les détails des analyses parce que je n'ai pas vraiment le temps de vous les présenter, et nous a permis de mettre en avant le rôle central des aides-soignants. Or, les aides-soignants, ils ont été très peu évoqués dans la littérature jusque-là. Et ça veut dire que peut-être il y aura des actions spécifiques à développer pour ce personnel-là. C'est eux qui donnent l'alerte en premier dans le cas d'un problème infectieux. Et ensuite, il y a des enjeux organisationnels autour des interfaces entre les différentes structures impliquées qui ont leur autonomie de fonctionnement. La pharmacie, le laboratoire, l'EHPAD, les cabinets de médecine générale et SOS Médecins en particulier. Pour le développement de l'outil diagnostic contextuel, donc à partir des méthodes classiques de développement d'instruments de mesure complexes, on a pu développer les questionnaires par des entretiens, on a généré les items, etc. Là, on est en train de les tester dans plusieurs établissements. Et l'idée, c'est à partir des résultats de ces questionnaires, on va essayer d'élaborer des profils pour essayer de connecter le diagnostic avec le catalogue et proposer des sets d'outils adaptés. Mais là, on n'y est pas encore. La boîte à outils, donc on a commencé par une cartographie des acteurs, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un nombre incroyable d'acteurs qui sont impliqués dans le bon usage des antibiotiques, et donc il ne fallait pas passer à côté de certains outils intéressants. On a regardé les sites internet de ces acteurs, et on a regardé les sites appariés. Donc on a fait un web scrapping, et comme ça on a pu faire un recensement des outils de bon usage adaptés aux EHPAD, et ensuite on les a caractérisés, parce que pour pouvoir proposer un set d'outils qui soit adapté au diagnostic, il faut bien qu'on ait des caractéristiques des outils. Et enfin, sur la boîte à outils, alors vous voyez qu'il y a quand même essentiellement deux types d'outils. C'est des outils d'aide à la décision, aide à la réalisation de tests diagnostiques, aide à la réalisation de prescriptions d'antibiotiques, ou des formations, donc c'est les deux colonnes en bleu, là, le set de colonnes en bleu. Par contre, il y a des domaines qui sont beaucoup moins couverts, comme par exemple comment organiser la gouvernance et le pilotage de la démarche, ou comment le financer. Et ensuite, donc, à partir des éléments qui ont été identifiés comme des gaps de cibles thérapeutiques, de cibles d'intervention intéressantes, excusez-moi, je viens du milieu médical, j'ai ma langue à fourcher. On a constitué 3 groupes de travail pour développer des outils donc, qui seront utilisés par les aides-soignants, ou des outils qui permettront d'améliorer les interfaces entre les structures,
et la coordination autour de ces questions des usages antibiotiques. Et enfin, des outils ciblant les organisations internes, ne serait-ce que sur la transmission de l'information dans l'établissement. Voilà, et donc là, on est en cours de développement. Sur le troisième volet, le support à l'implémentation, on a fait une revue de la littérature de l'ensemble des programmes qui avaient été évalués en EHPAD et qui avaient recouru à des stratégies de support à l'implémentation qu'on a catégorisé selon le cadre conceptuel ERIC. Donc là, vous ne voyez rien, mais vous allez me faire confiance. Sur les lignes, il y a les études. Sur les colonnes, il y a les différentes stratégies qui sont regroupées par couleur, et c'est ça qui est important, dans les différents domaines de support à l'implémentation. Donc là, les principaux domaines couverts, ce sont l'éducation et la formation au programme, qui est en jaune, les stratégies d'évaluation formative, qui sont en bleu, tout ce qui est démarche qualité, par exemple, et puis l'aide aux cliniciens. Et donc, quand on a croisé l'efficacité clinique de ces programmes, c'est-à-dire en termes de volume d'antibiotiques consommés, de qualité de prescription, de sécurité en termes d'hospitalisation, etc., avec l'efficacité des stratégies de support à l'implémentation, on avait 4 études sur les 48 qui montraient de l'efficacité dans les deux. Donc, il y a probablement du travail. Et puis surtout, on voit que dans 21 études, il n'y avait aucun résultat sur l'efficacité de ces stratégies d'implémentation, de support à l'implémentation. Donc on en est là aujourd'hui. On va mettre bientôt en place l'étude pilote. Et puis, derrière, on développera un premier guide d'implémentation pour faire l'essai sur 66 EHPAD, donc 33 dans le groupe intervention, 33 dans le groupe témoin. Et on espère, in fine, pouvoir avoir suffisamment de documentation pour plaider à la faveur du développement de ce programme ou à la révision, puisqu'on aura les données pour le faire. Voilà, donc en conclusion, j'ai terminé. La prise en compte du contexte dans le développement du programme de bon usage Oranit, elle s'est faite par le ciblage de déterminants essentiels des usages propres aux EHPAD et par une approche participative avec les différents intervenants impliqués dans le bon usage et les différentes structures. La prise en compte du contexte dans l'implémentation du programme, elle s'est faite par une adaptation au niveau méso du programme des outils de l'hôpital vers les outils des EHPAD ou des outils étrangers vers les EHPAD français. Et puis, le problème d'adaptabilité, l'effet prêt-à-porter, lui, on espère pouvoir le contrer par cette proposition d'un programme sur mesure à partir d'un diagnostic contextuel réalisé dans chaque établissement. On ne sait pas si ça va marcher, mais c'est ce qu'on propose en tout cas. Un développement du support à l'implémentation pour éviter que les personnes se retrouvent toutes seules dans la mise en œuvre du programme, et puis une méthodologie d'évaluation du programme. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller consulter le site internet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec Christine, gardez vos questions pour la fin, une fois que les deux autres interventions seront passées. Merci beaucoup. Donc, nous accueillons Fabienne Elkoury, qui est chercheuse en épidémiologie sociale à Sorbonne Université, dans un laboratoire INSERM, avec le programme STOP, sevrage tabagique à l'aide des outils dédiés selon la préférence. Merci, et je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices pour ce super séminaire. Et c'est vraiment sympa de voir que même si on travaille sur des domaines différents, des thématiques différentes, on a les mêmes challenges, on a les mêmes défis en recherche interventionnelle, c'est rassurant. Et voilà, on se sent moins seul. Du coup, je vais, voilà, comme elle a dit, je travaille dans une équipe de recherche en épidémiologie sociale et principalement, on étudie les inégalités sociales de santé et comment bien les caractériser et comment les réduire. Et c'est un peu l'objectif ultime de projet STOP, de l'étude STOP, c'est comment réduire les inégalités sociales de santé vis-à-vis du tabac. Du coup, voilà, voilà. Je pense qu'une bonne partie de vous, ou bien tout le monde sait qu'il y a un gradient social important vis-à-vis du tabac en France, mais aussi dans beaucoup de pays. En gros, plus on est défavorisé, plus on a tendance à fumer. Et moins on a de la chance de réussir nos tabagismes. On voit bien, même quand il y a eu des diminutions
entre 2017 et 2019 des taux de tabagisme, le gradient social, il a quand même resté. Du coup, les gens les plus défavorisés continuent à fumer plus que les autres, et ce qui explique une bonne partie des inégalités sociales dans l'espérance de vie, dans la qualité de vie. Et c'est un enjeu de santé publique vraiment important. Et on sait aussi que l'envie d'arrêter de fumer, il n'y a pas un gradient social dans l'envie d'arrêter de fumer. En fait, les gens défavorisés ont autant envie d'arrêter de fumer que les autres. C'est dans vraiment les tentatives d'arrêt qu'on a des différences, et c'est aussi dans le taux de réussite. C'est dans le taux de réussite aussi des tentatives. C'est-à-dire, plus on est favorisé, plus on a de chances à réussir notre tentative d'arrêt. Du coup, ça, c'est vraiment ce qui a vraiment un peu modélisé notre intervention. C'est-à-dire, les personnes en situation défavorisée veulent arrêter de fumer. Ils tentent moins et ils arrêtent moins. Comment leur aider spécifiquement pour arrêter de fumer? Il y a aussi un autre élément de contexte aussi qui a beaucoup orienté notre étude, c'est qu'il y a différents outils pour arrêter de fumer. On voit bien qu'il y a la cigarette électronique, les substituts nicotiniques. Il y a des personnes qui utilisent la cigarette électronique et les substituts, les TNS. Et il n'y a pas vraiment un gradient social dans l'usage de ces substituts. Même si, encore une fois, il y a un gradient social dans la réussite des tentatives d'arrêt tabac. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de choix pour l'arrêt tabac, différents types. Et dans beaucoup de cas, le fait les fumeurs et fumeuses auraient une préférence pour arrêter de fumer. Et en fait, l'étude STOP, l'idée de l'étude STOP était à partir d'un échange que j'ai eu avec une tabacologue. Et on parlait, c'était bien avant les essais randomisés qui ont montré que la cigarette électronique est efficace pour l'arrêt tabac. C'était avant sur les substituts nicotiniques. Et en fait, elle me disait, je veux bien les essais randomisés où on montre que, je ne sais pas, les patchs ou la gomme ou quoi que ce soit fait arrêter de fumer. Mais moi, j'ai des patients et patientes qui viennent chez moi. Ces personnes ont déjà une préférence. Du coup, je ne peux pas transférer ce que je trouve dans les essais randomisés, car en fait, je veux lui dire, prends ce patch-là. Mais en fait, peut-être, cette personne, elle a une préférence. Et elle m'avait dit, du coup, voilà, elle m'avait dit que en fait, les essais randomisés ne prennent jamais en compte la préférence des patients et patientes, alors que le médecin, quand il veut accompagner, ou elle veut accompagner une personne pour arrêter de fumer, en fait, d'habitude, la préférence et le choix va beaucoup orienter, spécialement certains médecins, spécialement les plus jeunes, ils vont plus, pas tous, mais ils vont plus baser leur accompagnement, spécialement pour l'arrêt tabac où il y a des choix, et il y a plusieurs outils qui sont efficaces et tout. Du coup, il n'y a pas vraiment des essais randomisés ou des interventions qui prennent en compte ça, et c'est vraiment basé par une frustration du terrain que, qu'est-ce qu'on fait de la préférence? Est-ce qu'on se base sur la préférence? Est-ce qu'on demande vraiment le choix? Ou est-ce qu'on fait un peu ce qu'on faisait avant? C'est-à-dire, on va prescrire des patchs et c'est comme ça. Du coup, l'idée, c'était vraiment de partir sur la préférence. Et ça, c'est un facteur contextuel qui est très peu pris en compte dans beaucoup d'études où on peut quand même... où c'est un élément important. Du coup, l'objectif de l'intervention STOP, c'était d'améliorer l'accès aux aides au sevrage tabagique. Mais on était vraiment intéressé par les personnes en situation de précarité sociale, car on avait plein d'études qui ont montré que c'est des déterminants différents de réussite de tentatives d'arrêt, si c'est des personnes en situation de précarité sociale ou pas. Et l'objectif ultime, c'est vraiment de réduire les inégalités sociales de santé en matière de tabagisme, comme je viens de le dire. Du coup, ça, c'est un peu l'intervention STOP. C'est une intervention basé sur le choix. En gros, c'est le soin habituel qu'un médecin ou une médecin peut fournir, mais aussi on donne gratuitement ou bien une cigarette électronique avec les e-liquides, avec le chargeur, avec tout, gratuitement, directement, aux fumeurs et fumeuses en position socio-économique défavorisée. Ou bien on donne des substituts nicotiniques, de la gomme, inhaleurs, plein de choix. On peut aussi donner plusieurs produits et aussi la prochaine fois on peut donner autres produits selon la préférence, et tout est vraiment basé sur la préférence, c'est-à-dire c'est un choix qui est fait avec le patient et la patiente et pas
le médecin qui prescrit. Voilà, ça c'est vraiment l'intervention stop. Du coup, on a eu l'idée et puis on a fait une étude pilote, on a eu le temps, on a eu la chance d'avoir l'argent et les financements, merci Lenka, pour faire une étude pilote pour mieux comprendre les besoins et les attentes, pas juste des patients et patientes, mais aussi des médecins et aussi des professionnels de santé qui vont quand même accompagner les patients et patientes, de tester la faisabilité, vraiment d'évaluer les éléments contextuels. Et on a fait beaucoup de recherches qualitatives chez les patients et patientes, chez les médecins, pour voir en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a et leur perception. Du coup, je vais parcourir vite. Aussi, en fait, on était peut-être un peu optimiste ou pas, on voulait l'intervention stop dans différents milieux, dans des centres municipaux de santé, dans un hôpital, dans des associations. On voulait voir chez des médecins généralistes, est-ce que ça marche, chez des tabacologues qui ont l'habitude, et dans différents contextes. Du coup, on a fait l'étude pilote dans différents types de centres en Île-de-France. Voilà, et du coup, c'était un suivi pendant 1 mois. On recrutait, c'était pas un essai randomisé, c'était juste une étude pilote de faisabilité. C'était les patients et patientes qui voulaient arrêter de fumer étaient recrutés et on leur donnait, encore une fois, ou bien des substituts nicotiniques, ou bien la cigarette électronique, ou bien les deux, selon le choix. Et on les suivait pendant 4 à 6 semaines. Dès le début, on avait aussi, on voulait quand même être les plus flexibles possibles, voire les plus proches possibles de ce qui se passe sur le terrain. Car aussi l'idée ultime, c'est que ça soit une intervention transférable, c'est-à-dire quand on sort, quand on lâche le bébé, on avait dit ça, en fait, ça ne dépend pas de la recherche. C'est vraiment fait par des gens qui vont faire cette intervention ultérieurement. Du coup, l'idée, c'était vraiment que ça soit la plus transférable possible, la plus incorporée dans le système de soins dès le début, pour que ça soit la plus transférable possible dès le début. Notre étude pilote avait des résultats très intéressants, voire promettants. On a pu recruter 49 fumeurs et fumeuses. C'était un peu long avec la démarche réglementaire, spécialement c'était une période où il y a eu des cas de mort à cause de la cigarette électronique mal utilisée aux États-Unis, qui a rendu notre vie très très difficile. Ça c'était il y a quelques années, en 2018. On a pu recruter 49 personnes et parmi les 49 personnes recrutées à T0, à T plus 4 à 6 semaines, il y a eu 10 personnes qui ont réduit leur consommation et il y a 13 qui ont arrêté. Et c'était vraiment très promettant. Et on a vu aussi qu'il y a des gens qui ont utilisé que la cigarette électronique, ou ont choisi, d'autres qui ont choisi que les substituts, d'autres qui ont choisi les deux. Il y a une personne qui a choisi aucun outil. Elle voulait arrêter de fumer sans outil. C'était son choix aussi. Voilà, ça c'est l'intervention stop. Du coup, voilà. Et encore une fois, dans l'étude pilote, on a pris le temps de faire des entretiens qualitatifs, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça, c'était issu des entretiens qualitatifs chez des patients et patientes dans un centre où il y a des médecins généralistes. Et juste pour être un peu plus général, en gros, les participants et les participantes ont bien aimé l'étude. Et ils ont aussi, au début, encore une fois, c'était une période, c'était en 2018, où la cigarette électronique, on avait moins de recul et on voulait vraiment voir les perceptions des participants et participantes vis-à-vis de la cigarette électronique. Et beaucoup de participants et participantes ont dit, en fait, ça m'aide car c'est le même gestuel, le fait de vapoter par rapport à la cigarette, alors que les patchs, c'est pas du tout la même gestuelle, mais bon, ça m'aide aussi. Et aussi, on a bien compris que les difficultés financières étaient un levier. En fait, le fait que c'est des personnes en situation de précarité sociale, on leur donne gratuitement une cigarette électronique, des liquides électroniques, du e-liquide. Voilà, on a bien compris que c'était un levier important, qu'il faut le garder, le fait de donner gratuitement. Et voilà, on a des participants et participantes qui ont vraiment beaucoup aimé l'étude, mais bon, vous allez me dire, c'est peut-être aussi un biais de sélection, car c'était un entretien qualitatif des gens qui ont resté jusqu'à la fin, et il y a la moitié de personnes qu'on a perdues. On a aussi pris ça en compte. Et ce qui était aussi encore plus encourageant, que les médecins
qui ont accompagné nos participants et participantes ont aussi beaucoup aimé l'étude, même si on a eu beaucoup de commentaires que le questionnaire était long. Oui, c'est un peu compliqué, mais effectivement, on a essayé de prendre en compte aussi ces commentaires. Voilà, ce qu'on a aussi compris, que la cigarette électronique était perçue comme un moyen de substitution très pertinent à condition que les médecins soient bien formés. En fait, on a eu, spécialement des médecins généralistes, ce commentaire, c'est que en fait, je veux bien la conseiller à mes patients et patientes, mais je ne sais même pas comment leur dire comment ça fonctionne, ou voilà, ça peut être un peu technique, il faut utiliser le liquide, quand est-ce qu'il faut utiliser le liquide. Du coup, on a eu quand même ce commentaire des médecins. Moi aussi, je veux être bien formée sur la cigarette électronique, car je ne suis pas du tout formée. Du coup, on a aussi pris en compte ça pour laisser randomiser. Mais voilà, il y a beaucoup de médecins qui nous ont dit, en fait, comme si mon accompagnement est mieux, car là, je peux vraiment donner des outils directement, et voilà, ça valorise un peu plus l'accompagnement. Du coup, un peu ce qu'on a déduit de cette intervention, de cette étude pilote, que les préférences des participants et participantes semblent être particulièrement pertinentes et importantes et à garder, que les barrières financières peut aussi être un levier. Le fait de donner gratuitement, on dit peut-être si vous arrêtez de fumer, ça peut aussi économiser de l'argent. Et ça, c'était vraiment dans les entretiens qualitatifs. Beaucoup de patients nous ont dit que ça, c'est important. Aussi, il y avait beaucoup de... Voilà, c'était un peu compliqué comme terrain, suivi assez irrégulier. On a eu pas mal de perdus de vue. Pas mal de perdus de vue, beaucoup de patients et patientes qui ne revenaient pas, où il fallait vraiment beaucoup insister pour qu'ils reviennent, et en insistant, même si vous n'avez pas arrêté de fumer, c'est pas grave. Du coup, on a bien compris que ça va être un suivi compliqué. Et la diversité de structures de soins. Par exemple, on travaillait avec des tabacologues, ils n'avaient pas besoin qu'on les apprenne comment jongler les patchs et la cigarette électronique, alors que les médecins généralistes, il fallait vraiment bien les former. Du coup, on a pris tout ça et on a utiliser toutes ces informations pour bien designer l'essai randomisé contrôlé, qui est basé sur la même intervention STOP, c'est-à-dire on donne toujours le soin habituel d'accompagnement des médecins, qui peut aussi dans certains cas juste des prescriptions de substituts nicotiniques pour le contrôle, ou bien juste des astuces, des conseils. Mais aussi on l'a adapté encore une fois avec un suivi encore plus flexible, encore plus long, car aussi dans l'étude pilote, il y a beaucoup de participants et participantes qui ont dit en fait c'est un peu short, c'est un peu court les 6 semaines. Du coup aussi, comme on s'est rendu compte que c'est un peu compliqué de suivre ces personnes, on a essayé d'avoir un suivi un peu plus flexible. On pouvait les appeler, on pouvait les déplacer, ils peuvent venir hors consultation récupérer les produits et les outils. Du coup, on a essayé vraiment que ça soit le plus flexible possible, et on a aussi fait beaucoup de vidéos et d'autres outils pour former les médecins. On les formait des fois aussi en présentiel. On a fait des vidéos pour comment utiliser la cigarette électronique, même pour les médecins généralistes qui n'ont pas trop l'habitude pour faire des accompagnements tabagiques. On a fait des vidéos de comment bien prescrire des substituts nicotiniques. On a fait des formations aussi sur les questionnaires. Voilà, du coup... c'était très différent, encore une fois, d'un centre à un autre. Les déterminants du coup contextuels qu'on a pris en compte, c'est bien sûr on a gardé les préférences des participants et participantes qui étaient importants. On a aussi dans la notice d'information et dans l'intervention, on a utilisé aussi le fait que c'est gratuit, qu'on va vous le donner directement comme une incitation aussi pour rejoindre l'étude. Même pour le groupe contrôle, à la fin de l'intervention, il pouvait et elle pouvait aussi avoir accès à du substitut nicotinique et la cigarette électronique. On a aussi pris en compte que les personnes en situation de précarité auront un accès aux soins limités. Du coup, pour recruter dans notre étude, on a fait des affiches dans les pharmacies à côté de nos centres participants, dans des départements d'aide sociaux. Du coup, on a essayé vraiment de prendre en compte les difficultés d'accès aux soins et la diversité de structures avec des supports adaptés. Voilà, ça c'est le design de l'essai randomisé qui a commencé juste avant le Covid. Du coup, on a eu beaucoup de soucis. En gros, ce que les autres intervenants et intervenantes ont dit, c'est-à-dire en fait, le Covid a démotivé les médecins généralistes, en gros. Et on a perdu
la majorité des médecins généralistes qui étaient dans notre étude, c'était l'épuisement et il n'y a que les tabacologues qui sont restés. Du coup, ça, c'est peut-être aussi un résultat déjà de notre étude. C'était un peu démoralisant qu'une fois le Covid est parti, on retapait les portes des médecins généralistes et ils ne voulaient plus participer à l'étude. On a fait aussi une étude sur ça. Mais bon, on a quand même pu remobiliser d'autres centres. Voilà, ça, c'est le design de notre essai randomisé. En gros, encore une fois, on ne regarde pas l'efficacité d'un produit, on regarde l'efficacité d'une démarche, de l'intervention stop, et on compare le groupe contrôle, qui est du soin courant, qui peut aussi inclure la prise en charge avec des prescriptions des substituts nicotiniques. Et on fait le pari que le fait de donner gratuitement aux personnes en situation défavorisée peut aider quand même à l'arrêt tabac et avoir un avantage. On les suit pendant 6 mois. Au début, le critère d'évaluation à 6 mois, au début, avant le Covid, c'était le sevrage tabagique mesuré par une mesure de CO. Comme on a commencé le recrutement durant le Covid, c'était impossible, les gens ne voulaient pas, spécialement il y avait les masques et tout, du coup c'était le sevrage tabagique autodéclaré. Voilà, on a fini le recrutement vraiment il y a quelques semaines. On va continuer le suivi jusqu'à septembre. Du coup, ça, c'est que des résultats à T0. Mais comme les autres intervenants et intervenantes ont dit, on essaye d'étudier tous les éléments contextuels, l'évaluation de processus. On essaye de voir est-ce que l'intervention, elle est vraiment faite comme c'est écrit dans le protocole. Je vous dis dès maintenant non. Il y a eu quelques résultats qui disent voilà, les médecins, en gros, adaptent l'intervention selon le contexte. C'est pas faux, c'est juste un peu plus compliqué à étudier. Et on étudie aussi les perceptions des participants et participantes vis-à-vis des substituts, vis-à-vis de la cigarette électronique. Et nos premiers résultats montrent qu'en fait, les gens qui aiment la cigarette électronique, ils ont aussi une perception positive vis-à-vis de la cigarette électronique, et l'inverse. En fait, c'est pas vraiment ou bien team cigarette électronique et team substitut nicotinique. Non, c'est vraiment est-ce qu'on a envie d'arrêter de fumer ou pas. Et les gens qui ont envie ont des perceptions positives sur les deux autres, même s'ils avaient ou pas essayé les substituts nicotiniques ou la cigarette électronique. Du coup, on va essayer on essaie de comprendre tous ces éléments contextuels et comment ils vont influencer ou pas l'efficacité de l'étude. On fait aussi des entretiens qualitatifs et des études quanti chez les médecins. Et en fait, les premiers résultats montrent que, en fait, ils aiment bien notre étude. C'est juste, encore une fois, c'était une période très chargée. Et un des résultats aussi qu'on a obtenu des professionnels de santé qui accompagnent nos participants, c'est qu'en fait, c'est lourd, le questionnaire est lourd, qu'ils préfèrent juste faire entre guillemets son travail. Et ça, c'est aussi un défi des recherches pragmatiques. Notre essai, c'est un essai pragmatique, c'est-à-dire c'est un essai vraiment ancré dans le pratique, c'est vraiment réel. Le problème que quand on ajoute un questionnaire de 1 demi-heure aux démarches que les professionnels de santé doivent faire en temps normal, on ajoute beaucoup de travail qu'ils n'aiment pas trop faire, et on voit bien cette démotivation. Les défis aussi d'un essai pragmatique, mais voilà, que des éléments contextuels qu'on essaie de prendre en compte. On va aussi après faire des analyses de médiation pour mieux comprendre les mécanismes. Par exemple, on a des hypothèses, je vais aller plus rapidement, je sais que dépasser mon temps, que par exemple que le craving peut aussi affecter. En fait, comme notre intervention est une intervention complexe, on va essayer de trouver des variables de médiation qui peuvent expliquer notre étude pour améliorer sa transférabilité. Car une fois on comprend pourquoi ça marche et comment ça marche, on peut mieux la généraliser. Théoriquement. Voilà, quelques messages clés. Ce que j'ai appris de cette étude, c'est vraiment il faut partir des besoins et attentes des participants, mais aussi des personnes qui les accompagnent. Il faut bien tester la faisabilité, l'acceptabilité et l'adapter selon ce qu'on trouve dans l'étude pilote, si on peut faire une étude pilote. Et c'est ce que je dis quand je fais des cours sur la recherche interventionnelle. C'est très important l'étude pilote, on apprend beaucoup de choses et ça nous sauve aussi beaucoup de temps et de l'argent après peut-être. Et si on peut faire un essai pragmatique qui est le plus proche de la vraie vie possible, car après pour la transférabilité c'est plus facile quand on part déjà des soins qui se font déjà dans la vraie vie. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, troisième intervention, on passe au milieu carcéral avec Éric Legrand qui va nous parler d'un programme de démarche communautaire.
Merci. C'est pour réveiller un peu les gens. Oui, non, mais comme ça, je vais fermer les portes du pénitencier de la journée aussi en même temps. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et donc, je vais vous parler d'un programme de démarche communautaire en milieu carcéral. Donc, je suis Éric Legrand, je suis sociologue, je suis consultant en promotion de la santé. Je suis aussi professeur affilié à l'école de santé publique à Rennes, où je travaille avec Karine ici présente. Alors, par contre, je suis très mauvais en technique. Voilà, donc déjà c'est bien. Et mon temps est déjà décompté. Donc, recherche sur l'implantation et la transférabilité d'une démarche communautaire en santé en milieu carcéral. Alors, dans un premier temps, ça marche pas, voilà. Ce qui était quand même au cœur du programme et de la démarche, c'était aussi de donner la parole aux personnes détenues. Donc je vous donne juste un extrait d'une femme détenue, et je reviendrai après sur le contexte. Donc pour toutes, donc on était dans la maison d'arrêt des femmes, et d'oublier les barrières de la prison, qu'on puisse être traité comme des personnes et soigné comme à l'extérieur. Notre but est que la prise en charge à l'intérieur soit égale à celle de l'extérieur, même s'il y aura des inconvénients, des extractions médicales, et que la santé passe au-dessus de tout cela. Donc, c'est pour casser l'ambiance. Donc, pour resituer le contexte donc, du programme, c'est un programme expérimental qui est porté par Médecins du Monde sur 3 ans. Alors, 2015-2017, là on était vraiment sur le volet expérimental dans lequel la recherche était associée, donc je reviendrai dessus, mais actuellement ce programme de toute façon perdure directement, et l'objectif de Médecins du Monde, c'était bien d'améliorer la santé et l'accès aux soins des personnes détenues. Ça se déroule, et ça se déroule encore au centre pénitentiaire de Nantes sur 2 sites. À la fois une maison d'arrêt des femmes, une quarantaine de personnes, et au centre de détention des hommes, donc, qui comporte 510 places, mais dont la démarche a été concentrée sur ce qu'on appelle le bâtiment H, qui est un bâtiment dit de confiance, donc pour des personnes qui sont incarcérées, donc des hommes incarcérés sur des longues durées, mais qui ont, je mets des points autour de ça, de fortes probabilités de réinsertion professionnelle et sociale par la suite. S'inscrit effectivement dans une démarche communautaire, ça c'était vraiment le postulat de Médecins du Monde dès le départ du projet, et puis l'objectif de la recherche était à la fois d'analyser l'implantation de cette démarche au sein du milieu carcéral et d'en mesurer effectivement les effets, tant auprès des personnes détenues, qui étaient effectivement les premiers concernés, à partir notamment d'ateliers collectifs, je pourrais revenir dessus, que des professionnels et de l'institution. Et puis effectivement, ce qui nous intéresse, alors pas le plus, mais en complément, bien sûr, mais qui était posé dès le départ par Médecins du Monde, c'était d'interroger si ce programme qu'il mettait en œuvre pouvait être modélisé et transférable. En ce sens, il est effectivement important de s'interroger sur le contexte et le processus. Et je voudrais dire aussi, alors c'est en écoutant tous les intervenants, c'est bien qu'on intervient en dernier, mais ça, on pourrait refaire 3 fois son PowerPoint, effectivement, il faut aussi reposer la question des enjeux pour les acteurs qui portent les programmes de cette question de la transférabilité. Quels sont les enjeux qu'il y a derrière? Parce qu'on peut parler de transférabilité, maintenant c'est devenu un peu dans le lot commun des choses, mais de reposer les questions des enjeux. Pour Médecins du Monde, c'était effectivement une question de plaidoyer, de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les prisons, qui reste un monde invisible, de postuler aussi l'idée qu'on pouvait faire autrement, je dirais, de la santé publique, et qu'on pouvait aussi partir des personnes et de leur représentation. Donc il y avait ces enjeux qui étaient posés et effectivement d'essaimer dans d'autres établissements pénitentiaires. D'une certaine façon, tout en restant dans les missions, je dirais, de Médecins du Monde, c'était bien de poser un regard sur cette population et de faire valoir leurs droits, à la fois de santé, d'accessibilité aux soins et de santé. Donc, je pense aussi que sur ces questions de transférabilité, il y a vraiment cet aspect aussi d'enjeu pour les acteurs,
pour les chercheurs aussi bien sûr, mais qui doit être aussi mis en avant. Et puis là, sur la question aussi du contexte, effectivement il y a la temporalité au moment de l'action, mais notamment dans les cas de démarches communautaires qui demandent du temps, l'implantation dans un autre établissement, etc., le contexte global aussi doit être pris en compte. Peut y avoir des évolutions ou pas qui vont infléchir et travailler aussi l'intervention elle-même ou la possibilité de son implantation, je dirais, dans un autre établissement. Donc la question de la temporalité, elle peut jouer effectivement à différents niveaux, mais elle peut jouer aussi dans un niveau très macro. Alors, là, c'est le magnifique schéma de Médecins du Monde sur leur programme, et après ils se sont améliorés. Hein. Mais voilà, juste pour resituer, c'était un petit peu le cadre général qui s'était fixé donc sur 3 années, donc des actions avec des personnes détenues, avec des actions collectives. Je ne vais pas détailler, hein, je dirais, l'ensemble des éléments, des actions individuelles, des actions de communication aussi, et puis aussi des actions avec les surveillants, notamment, hein, pas exclusivement, mais aussi avec la direction et les professionnels de santé, et ce, dans une démarche, je dirais, de co-construction, d'alliance aussi, et en partant vraiment de leur représentation et de leurs habitudes de travail. C'est-à-dire c'est une démarche qui se construit, je dirais, globalement. Alors avant de se lancer, alors moi j'ai repris les 3 questions qu'on nous avait données. Je suis très, comme chacun le sait, très discipliné de nature. Mais avant de se lancer, effectivement, il y a, alors on pourrait dire, c'est travailler sur le contexte de l'intervention, mais pour reprendre aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est des éléments de contexte qui peuvent aussi bouger dans le temps et qui peuvent avoir de l'influence future sur de possibles implantations. Alors, prendre en compte quand même la question, Médecins du Monde était vraiment ancré sur une démarche de promotion de la santé, c'était vraiment le cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe en promotion de la santé en milieu carcéral? Et je me situe bien dans le champ français. Au contraire d'autres pays européens, il y a peu d'actions de promotion de la santé. Les actions qui sont proposées sont fréquemment de l'éducation pour la santé ou de l'éducation à la santé. C'est ce qui a été mis en avant dans le rapport PRISCA développé par la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. Une participation limitée des personnes détenues tant à l'élaboration des actions et des stratégies qui les concernent. On reviendra sur cette question de la participation qui est au cœur de la démarche communautaire, bien sûr, mais qui est aussi, je dirais, contrebalancée parfois par le volet sécuritaire du milieu pénitentiaire. Donc la participation est limitée avec effectivement une non-application des directives européennes sur les questions de santé, des difficultés d'agir en intersectorialité, notamment entre l'administration pénitentiaire, les surveillants, et sur les questions des déterminants. On reste effectivement sur les personnes. Une singularité de chaque établissement. Alors, vous pourrez me dire, et à juste titre, c'est comme les écoles. Il y a des singularités dans chaque établissement, mais je dirais que dans le milieu carcéral, les règles peuvent être différentes, que vous soyez en centre de détention, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ou dans une maison d'arrêt, que vous soyez une femme ou un homme, ce n'est pas du tout les mêmes choses non plus, que vous soyez un jeune ou pas dans les quartiers mineurs. Donc il y a plein de règles différentes qui existent, même s'il y a une structuration générale. Et puis, nécessité d'intégrer dans une même dynamique, je dirais, la santé des personnes détenues, les surveillants et les professionnels de santé pour renforcer les actions. Alors, juste quand même, je fais une insertion, c'est vrai que la santé des personnes détenues est très mauvaise, j'y reviendrai aussi, mais la santé des surveillants est excessivement mauvaise aussi. Ils ont un taux de suicide supérieur à ceux de la police, notamment, et c'est aussi globalement tous ceux qui sont en milieu carcéral, c'est ce qu'on pourrait appeler une population invisible, et comme dirait Didier Fassin, à l'ombre du monde notamment. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, le contexte de la prison, d'une façon générale. La loi de 1994 qui sépare, je dirais, les unités sanitaires qui maintenant sont intégrées, enfin depuis cette loi, au sein du système hospitalier, donc qui ne dépendent plus de l'administration pénitentiaire,
un élément clé, la surpopulation carcérale, alors qui existait déjà en 2015, mais qui maintenant est encore plus importante. Et effectivement, quand je parlais de temporalité, comment on peut travailler cette question-là? C'est du macro qui se pose. Un état de santé des personnes détenues qui est excessivement dégradé. Je ne vais pas détailler tous les éléments, alors qui est plus dégradé quand même que la population générale et les personnes les plus défavorisées. Hein, c'est un élément clé. Et puis aussi des difficultés sociales liées à l'écriture, à l'accès à l'écriture, etc. La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des conditions insalubres en prison. Alors ça fait à peu près 5 années consécutives. Hein, c'est l'exception culturelle. L'État français est aussi condamné par les plus hautes juridictions européennes, puisque maintenant les personnes détenus peuvent porter plainte contre les conditions de vie dégradées. La France avait 2 ans pour mettre ça en œuvre. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas mis en œuvre. Un courant sécuritaire, aussi très important. Hein, on parle de représentation globale. La non-participation, problème de traduction française des directives européennes. Et puis les difficultés de travail, etc. Et aussi, et ça c'est important, quand on travaille sur les questions de démarche communautaire, c'est des éléments de contexte à prendre en compte, une opposition entre la santé et la sécurité, qui reste posée. Donc donner du pouvoir, je parle bien de donner du pouvoir aux personnes détenues, n'est pas forcément le cadre le plus important. Et quand on travaille aussi sur les démarches communautaires, on est sur des questions de collectif, et la question de collectif est, je dirais, condamnée aussi par les établissements pénitentiaires. Il peut y avoir des sanctions pour tout rassemblement, etc. Et puis, à partir d'une approche communautaire, donc un cadre théorique, alors, comme vous êtes tous des professionnels, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces questions, mais qui montre toute son efficacité sur la question de la participation, du développement de compétences sociales, de développement aussi de transformation sociale, d'action aussi sur les déterminants, avec des questions autour de la participation, de l'estime de soi, du support social ou du lien social notamment. Et puis ça constitue effectivement un défi, la participation, tant pour les professionnels que pour les chercheurs d'ailleurs, et vu le temps qu'on y a passé, ça a été un sacré défi. Donc c'est vrai que ces éléments de contexte, ils sont effectivement nécessaires, ils ont influencé le protocole de recherche, qui a toujours été discuté avec effectivement l'équipe en charge de mettre le dispositif, je dirais, en place. Voilà, donc ça c'est un point assez clé. Alors là, c'est une meilleure illustration du programme par Médecins du Monde. On devait être en 2e année, donc je travaille toujours avec eux, ça se passe très bien. Donc voilà, c'est une autre forme d'image, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment à partir du savoir expérientiel des personnes détenues, mais aussi des professionnels, avec cette idée de développer des alliances autour de problématiques communes que peuvent rencontrer les personnes détenues, les surveillants, les professionnels de santé. C'est trouver le dénominateur commun, et dans un premier temps, ça se travaille autour d'ateliers collectifs sans les surveillants, bien sûr, où là, les personnes détenues peuvent échanger sur leurs difficultés, leurs problématiques, et essayer de trouver communément une solution à leurs problèmes qui peut être discutée après avec l'administration pénitentiaire, les surveillants en tant que tels, dans une perspective de changement. Alors le cadre de la recherche, je ne vais pas rentrer, à part que j'ai très bien travaillé, mais voilà, des focus group auprès des personnes détenues, au centre de détention. Alors il y avait 2 sites, effectivement, une maison d'arrêt des femmes et un centre de détention hommes. Alors, je dirais, ça permettait effectivement à la fois des comparaisons, parce que c'était la même démarche qui était proposée dans les 2 lieux, de permettre de voir aussi les singularités, les questionnements qui se posaient, et d'avoir une analyse, je dirais, fine, je dirais, des choses. Alors, l'idée aussi, c'est que voilà, la démarche a duré 3 ans. Pendant 3 ans, je dirais, on a pu voir l'évolution du programme, les difficultés, rencontrer les personnes détenues. On est aussi dans un milieu où même les chercheurs doivent
acquérir la confiance des personnes détenues. On ne se livre pas comme ça, on ne discute pas comme ça. Enfin, voilà, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de discrétion aussi parfois qui se posent. Des entretiens individuels, et ça, je reprendrai la remarque que Linda a fait ce matin sur... alors, au départ, Médecins du Monde n'était pas toujours emballé de faire des entretiens individuels, mais ce qui était important, c'était d'avoir effectivement la perception individuelle, parce que donc, quand on fait des focus group, surtout entre personnes détenues, comment on se livre, comment on dit les choses. Il y a le volet de la désirabilité aussi vis-à-vis du chercheur, donc comment on travaille ces aspects-là. Et l'idée, ça avait été aussi de compléter avec des entretiens individuels qui permettaient d'une part, surtout d'ailleurs, d'avoir la trajectoire de vie et de voir le rapport que les personnes avaient avec les démarches. Et je reviendrai dessus, mais il y a des inégalités aussi autour des questions de participation. Tout le monde ne vient pas dans la démarche. Pourquoi ceux qui y viennent ont aussi un habitus de la participation lié, je dirais, il n'y a pas que des personnes défavorisées, il y en a qui étaient anciens chefs de projet, j'ai entendu parler de jeunesse et sport ce matin, voilà, donc ça leur permettait aussi de travailler aussi, alors, toute son utilité, mais de revoir les questions de trajectoire individuelle était essentiel. Bon, des observations et puis aussi des visites dans les promenades, à la demande et avec acceptation des personnes détenues, ce qui permettait aussi d'autres liens et qui correspondait à la démarche communautaire en elle-même. Et en même temps, l'ensemble de ces entretiens, au-delà des conditions et ce que ça apporte, je dirais, de participer à des ateliers, d'être investi dans cette dynamique-là, reposait, pas dès le départ effectivement, les questions de transférabilité. Que ce soit auprès des professionnels ou des personnes détenues, ces questions-là ont été posées petit à petit, bien sûr, quand le programme a été stabilisé. Alors, quand je dis que le programme a été stabilisé, c'est que effectivement, il faut du temps. 3 années de programme, c'est 1 année en prison, enfin, ou inversement, mais il faut du temps par rapport à cela. Alors, je vais... prise en compte des déterminants contextuels, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, un regard sur les spécificités des lieux d'intervention, donc les maisons d'arrêt femmes, l'organisation, la taille, les personnels, les espaces de décision qui sont créés ou existants, les relations existantes entre l'administration pénitentiaire et les professionnels de santé notamment, qui permettaient d'identifier différents éléments. Alors, effectivement, et ça rejoint les questions de transférabilité, dans le cadre de la prison de Nantes, et c'est pas la chanson, mais quand même, ce qui était important, et on le retrouve aussi dans la modélisation, bien évidemment, c'est qu'il y avait une adhésion de la démarche de l'ensemble des professionnels, dont l'administration pénitentiaire, la direction, dont les surveillants, et aussi les professionnels de santé. Il y a eu un énorme travail préalable fait par Médecins du Monde, avant. Il s'avère qu'à Nantes, ils sont aussi, alors je mets des guillemets, des spécialistes de l'expérimentation. Et ça, c'est un élément, ils aiment travailler sur ces questions-là, avec effectivement une dynamique expérimentale. Le fait de partir de l'individu les intéressait aussi, en acceptant l'incertitude de ce que pouvaient leur renvoyer les individus. Et ça, c'est une condition. On partage le pouvoir en tant que tel. Et puis aussi d'autres éléments, notamment dans le programme, qui est une personne tiers, là c'était en l'occurrence Médecins du Monde, qui anime la démarche, et aussi le renforcement de dynamique d'aller vers. Donc je reprécise quand même que le aller vers, c'est pas du ramener vers, c'est bien de sortir d'une unité sanitaire, c'est bien d'aller à la rencontre des personnes, et aussi de changer de posture des professionnels. Alors, c'est une représentation générale, vraiment. Alors, il y avait d'autres schémas, là j'ai pris celle qui est pas mal d'ailleurs, où on voit effectivement en haut, alors il n'y a pas une hiérarchie bien sûr, mais l'établissement pénitentiaire, la direction de personnel, des surveillances et services de santé, qui doivent soutenir les démarches d'empowerment. Ça, c'est un point clé. Si vous n'avez pas ça, ça devient difficile, d'une part parce que vous ne rentrez pas comme ça dans un établissement pénitentiaire, ça c'est déjà un premier point, qui accepte aussi de participer à des échanges, de discuter, de se confronter, d'avoir des alliances. Dans les logiques d'atelier, je ne vais pas reprendre l'ensemble des choses, mais on voit bien que ça permet de renforcer l'estime de soi, d'avoir une reconnaissance. Beaucoup
personnes détenues disent, voilà, maintenant on n'est plus un numéro d'écrou, on nous appelle par nos prénoms, ce qui est déjà un progrès assez important. Ça nous a permis de faire bouger un certain nombre de déterminants. L'accessibilité à la cuisine, il faut savoir qu'il y a eu des projets où les personnes détenues ont demandé à avoir une cuisine sans surveillant avec des couteaux, ça a été accepté. Donc c'était un risque. Il faut aussi voir ce volet-là. L'accessibilité pour les femmes au terrain de foot aussi. Donc voilà, comment travailler sur les déterminants en tant que tels. Quand on a travaillé sur l'impact des éléments à transférer, on a réfléchi aussi avec les personnes détenues. Il n'y a pas que le magnifique tableau qui peut faire mal à la tête. On a aussi discuté avec les personnes détenues. C'est dans le cadre de la démarche. D'abord, est-ce que cette démarche peut être intéressante à transférer ailleurs, dans un autre établissement pénitentiaire? Et qu'est-ce que vous mettriez comme élément? Globalement, je dirais, on a le même type de réflexion entre les surveillants, l'équipe de recherche, l'équipe de médecins du monde. Donc il y a aussi une convergence qui se fait. Même si pour les personnes détenues, voilà, l'objet aussi de la transférabilité, c'est de dire, voilà, moi si je suis transféré dans un autre établissement, je peux aussi pousser le développement de démarches, tant soit peu que l'autre établissement accepte de développer ce type de démarche, mais d'être aussi dans ces registres-là. Donc de la démarche qui reconnaît leur expérience vécue, d'intégrer les différents professionnels, d'avoir une continuité dans les équipes, notamment, je suis à moins 33 secondes, de prendre en compte le contexte. Non mais j'ai vu votre regard, je vous connais, en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est déjà de voir, on a discuté les résultats de la transférabilité, et lui pourquoi, mais avec les personnes concernées, on était dans ce registre-là. Les facteurs bloquant la transférabilité, comme je l'ai dit, cette démarche montre toute sa pertinence en termes d'effets, en termes de contexte. Le fait justement d'avoir deux établissements et deux modalités ont permis, je dirais, d'avoir des regards différents. Je dirais le facteur bloquant de la transférabilité, c'est déjà un volet social et politique. Comme je le disais, le contexte de la surpopulation carcérale, le volet de la santé en prison qui se dégrade, et puis la question de la place de la personne détenue, la question de la reconnaissance sociale de la place de la personne détenue reste posée. Le volet structurel, je l'ai remis, alors j'ai appelé ça comme ça, mais l'habitus de la participation, tant pour les professionnels que pour les personnes détenues. C'est-à-dire que, comme je disais, la participation, ce n'est pas ancré dans les établissements pénitentiaires, ni pour les personnes détenues, ni pour les professionnels. Un volet de politique de santé, alors on parlait de budget tout à l'heure, moi je parlerai d'autre chose, c'est accepter l'incertitude de l'approche communautaire, qui n'est pas une approche thématique. Or, les financements sont fréquemment adossés à des éléments thématiques, ce qui a pu poser d'ailleurs problème sur certains financements. Alors, un volet professionnel, je dirais voilà, la question du plaidoyer. Alors, beaucoup savent faire de la démarche communautaire, mais l'associer avec une démarche de plaidoyer, là, c'est Médecins du Monde. Voilà. Si un autre organisme le fait, comment ça peut être perçu? Alors, ils étaient tout à fait dans des questions d'alliance. Il n'y avait pas, une manif aussi. Et un volet professionnel aussi. Je disais qu'il y avait peu d'actions, mais parfois, il y a aussi peu d'intervenants qui veulent aller en prison. Donc, ça pose aussi d'autres types de questions. Un volet temporel, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, un volet de pratiques spécifiques. Quand on parle de transférabilité, alors, soit on peut transférer des personnes détenues, mais il y a aussi des spécificités chez les professionnels. Là, en l'occurrence, c'est le développement d'une métisse, d'un savoir-y-faire. Je parle bien, pas un savoir-faire, un savoir-y-faire, un Y, la ruse, l'habileté, etc. Et ça, parfois, c'est ancré chez une personne. Est-ce que le professionnel doit faire les 136 établissements pénitentiaires? Je n'en suis pas sûr, mais ça pose cette question aussi dans le contexte en tant que tel. Alors, les facteurs favorisants, on va terminer par des bonnes notes. Voilà, et je termine. S'appuyer sur la démocratie en santé, je sais, mais c'est important de le repréciser. S'appuyer sur l'expérience et le vécu. S'appuyer sur des petits groupes de personnes détenues, donc, ce qui peut interroger sur la surpopulation carcérale. Est-ce que l'on peut le faire partout? À quel endroit? À quel niveau? Peut-être restreindre. S'appuyer, et ça c'est important, sur une complémentarité entre une démarche bottom-up et top-down. La démarche communautaire peut provoquer des choses, mais pas tout.
L'impulsion, alors je l'ai noté, et c'est pour ça que les questions de contexte peuvent évoluer, données par la note d'instruction de promotion de la santé en milieu carcéral, qui est sortie récemment, qui place les démarches participatives et communautaires au premier lieu. Et puis, l'association entre participation, démarche communautaire, citoyenneté et réinsertion sociale, et l'amélioration de qualité de vie des professionnels et des personnes détenues, qui permet, au travers de ces démarches communautaires, d'être mise en avant. Je vous remercie. J'ai pris 4 minutes. Merci beaucoup, Eric. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Il y en a aussi sur le chat, donc on va alterner. On va commencer par une question dans la salle. Si vous en avez, oui. Merci de vous présenter avant de poser la question. Oui, alors Valentine Trépied, moi je suis chef du pôle addiction à l'IRESP et depuis le mois de décembre, j'assure la direction scientifique de l'IRESP en intérim. Voilà. Je voulais revenir sur le bon usage des antibiotiques. Merci pour cette présentation. J'ai beaucoup de questions, donc je vais essayer de ramasser. Je voudrais savoir, en fait, justement, dans cette idée d'étudier le contexte d'élaboration de la recherche interventionnelle, finalement, quel type d'EHPAD vous avez étudié? Voilà, dans les EHPAD, il y a les EHPAD du secteur, enfin, qui appartiennent à des groupes privés à but lucratif. Il y a aussi des associations, donc le secteur non lucratif, et aussi des établissements publics qui peuvent appartenir à des groupes hospitaliers. Et donc, je voulais savoir si, dans votre étude, vous preniez en compte ces différents secteurs de gérance. Je voudrais aussi savoir si la formation sur le bon usage des médicaments, si les formations existent en tant que telles, est-ce que c'est vraiment proposé aux soignants au même titre que, je sais pas, la prévention des chutes, la dénutrition, voilà. Et puis aussi, dernière question, finalement, toujours dans cette idée d'étudier le contexte, quelle place vous faites dans les représentations sociales associées aux EHPAD? On l'a bien vu dans la présentation sur les prisons. Il y a un contexte quand même très particulier des EHPAD, puisque c'est l'accueil de personnes âgées un âge très avancé, un âge moyen c'est 85 ans, la durée moyenne de séjour c'est 2 ans. Donc c'est vrai que ça peut paraître plus long que le secteur hospitalier, mais finalement c'est quand même des accueils qui durent peu de temps. Voilà, c'est un contexte quand même très particulier, avec aussi une médication très importante de ces personnes âgées, parce que justement ce sont des personnes en fin de vie, très âgées. Finalement, hein, dans les représentations qu'on a tous là dans la salle, c'est les personnes qui n'intéressent pas grand monde, finalement. Voilà, je voulais savoir si vous interrogez cette place, ce rôle des représentations sociales dans votre programme. Et puis, voilà, c'est tout. Merci. Bon, merci. J'ai pris des notes parce que j'avais peur d'oublier. Déjà, merci pour l'intérêt que vous avez porté à la présentation. Sur le type d'EHPAD, on s'intéresse à tout type d'EHPAD sans PUI, quelle que soit la modalité de financement. Après, ça va poser des problèmes de volontariat à participer qui sont les mêmes que quand on a inclus des individus dans les études. Et c'est vrai que des fois, on a certains groupes avec les scandales récents qui ont complètement fermé leurs portes. Bon, on espère qu'ils les rouvriront. On verra. Ensuite, sur les formations au bon usage, donc dans les outils que je vous ai montrés, il y a de tout, des PowerPoint, des vidéos, tout type de public, du court, du long, du interactif, du pas interactif, du très spécifique à un contexte, etc. Puis il y a aussi un peu des éléments de formation initiale qui sont inclus dans les programmes de formation usuels, mais pas dans notre programme, mais ce que je veux dire sur la formation globale au bon usage. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est, alors autant les médecins, ils sont assez bien servis en formation, les infirmiers, ça commence à venir, mais les aides-soignants, beaucoup moins. Donc là, il faut, vu que c'est le premier maillon en fait qui déclenche la réalisation du test, parce que la personne, elle n'est pas comme d'habitude ce matin, je suis inquiète, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est important qu'ils connaissent les éléments qui doivent déclencher un test diagnostique, ou qu'est-ce qu'on peut faire autrement que de déclencher un test qui va peut-être aboutir à un résultat de contamination et une prescription inappropriée.
Sur la représentation sociale associée aux EHPAD et plus globalement à la personne âgée dépendante, en fait, quel que soit son milieu, mais plus spécifiquement dans les EHPAD. Alors c'est une question qui est intéressante et peut-être un peu compliquée. Là, en fait, on travaille avec des acteurs qui sont dans les EHPAD, donc ils ont déjà un intérêt vis-à-vis de l'établissement, et ou avec des acteurs du bon usage en général, qui savent que la question est particulièrement prégnante en EHPAD. Donc tout le monde a intérêt à ce que le programme se mette en place dans ces établissements. Par contre, la question c'est comment le faire. Alors c'est vrai que ça a une incidence, enfin une influence sur les représentations qu'on peut en avoir. Et par exemple, vous évoquiez la fin de vie. Par exemple, nous, on a remarqué dans la littérature que aborder la question des prescriptions antibiotiques dans les directives anticipées, c'était quelque chose qui était associé à un meilleur usage des antibiotiques. Quand on a commencé à proposer ça aux acteurs de terrain, ils nous ont dit « Ah, vous n'êtes pas fous, les directives anticipées, déjà c'est compliqué à mettre en place, on ne va pas aborder la question de… » Parce que la question c'est, finalement, oui, les gens, ils sont là et finalement, au bout d'un moment, 2 ans en moyenne, ils meurent. Bon. Mais de quoi ils meurent ? De quoi il est acceptable qu'ils meurent ? Voilà, c'est un peu ces questions-là. Et est-ce que c'est acceptable de mourir d'une infection ? Voilà. Et comment on meurt d'une infection ? Enfin, c'est toutes ces questions-là que ça soulève et qui sont presque éthiques, finalement, et pratiques, en réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, on va prendre une question du chat. C'est sur le projet STOP. Donc, quelle a été la démarche qui a abouti à réaliser un projet où l'on questionne les perceptions, préférences des sujets ? Cela provient-il de la littérature qui indique-t-elle qu'il y a des meilleurs taux de réussite pour ces interventions ? Le premier bloc de questions. Et l'autre question, alors je ne veux pas te mettre de la pression, Fabienne, mais c'est de ton financeur. C'est Jérôme Foucault qui pose la question. Enfin, de ton financeur, de l'INCA, voilà, de l'INCA. Donc Jérôme Foucault travaille à l'INCA. Tu montres la démobilisation des médecins généralistes par rapport à la crise sanitaire, alors qu'il y a eu un travail de partenariat avec eux, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux suggérer pour éviter ça ou limiter ça voilà. Merci. Je vais commencer avec la première question. C'est dans quel contexte on s'est intéressé par les perceptions ? Et en fait, dès le début, c'est aussi un peu mon background, c'est-à-dire j'avais déjà travaillé sur un essai randomisé qui était co-construit avec les acteurs de terrain. Et en fait, ça, c'était durant ma thèse. Et j'ai vraiment compris la pertinence et l'importance de co-construire avec les gens avec qui vont être soignés, avec qui on va travailler ensemble. Du coup, étudier les perceptions, c'était une façon de faire, car on n'a pas pu, avec les délais dans l'écriture de protocole, car pour tout vous dire, il fallait faire une demande de financement et tout, on n'a pas pu co-construire la première étude avec les populations concernées. Du coup, c'était une façon de améliorer, adapter selon leur perception et selon leurs sentiments ou leurs attentes. Du coup, en étude pilote, où l'intervention était déjà construite, on voulait l'adapter selon leurs attentes, et c'est pour ça qu'on a posé des questions sur la perception. C'était vraiment dans une démarche que je fais aussi dans d'autres études sur lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est de co-construire avec les gens. Et je pense que c'est ce qui marche le plus, car après, encore une fois, si on veut transférer, ça doit partir de leurs attentes et leurs besoins. Concernant la question en fait, c'était vraiment un contexte très particulier, c'est-à-dire, en fait, c'était très compliqué car on a commencé à travailler sur l'essai randomisé STOP fin 2018. Le temps d'avoir les démarches réglementaires, c'était très très compliqué, voire même la promotion INSERM, au bout d'1 an où on relançait, ils n'ont pas eu de réponse, on a changé de promoteur. Du coup, déjà, il fallait motiver les médecins, il fallait attendre 1 an et demi pour dire « Ok, on va commencer », et puis il y a eu la pandémie, et du coup, on revient 3 ans après en dire « Alors, vous vous rappelez, vous vous êtes engagé il y a 3 ans de travailler sur notre étude, c'était impossible », et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti chercher d'autres centres. Du coup, on avait une 20aine de centres mobilisés au début. C'était très compliqué, très difficile à vivre aussi, mais bon, c'est pas grave. Mais on a dû remobiliser d'autres centres et ouvrir d'autres centres dans d'autres villes. C'était vraiment une question de contexte très spécifique et des démarches réglementaires très longues. Du coup,
on a envoyé des lettres à des centres municipaux de santé, on est allé dans des conférences des généralistes, on est dans des conférences pour aller parler avec des médecins, essayer de recruter des médecins pour participer à notre étude. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En fait, sur les médecins généralistes, Jérôme fait la remarque, mais j'ai la chance de travailler avec Santé publique France, on retrouve beaucoup ça aussi. C'est très compliqué de les motiver, de les impliquer, parce que vu le contexte, voilà, et c'est pas forcément lié qu'à la pandémie. En plus, avec des exigences quand même qu'on a notées, de changement de pratique, puisqu'il y avait cette notion de préférence, cette notion de décision partagée, etc., qui n'est pas forcément non plus si naturelle que ça, intégrée dans les pratiques médicales. Alors, y a-t-il une autre question? Oui. Ah oui, il y a des questions dans la salle. Ah oui, voilà. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup pour ces discussions. Je voudrais revenir sur 2 points qui me semblent transversaux. Le premier, on a évoqué les médecins généralistes. Il y a un problème de formation au niveau des médecins généralistes aux inégalités sociales. Et je vais prendre un exemple très simple qui a été évoqué par Fabienne El-Khoury, qui est, au départ, on voulait vérifier l'arrêt du tabac avec la mesure du monoxyde de carbone dans l'air expiré. On a un moyen qui marche bien, qui est la mesure du monoxyde de carbone dans l'air expiré pendant la grossesse. Je l'ai vérifié sur des milliers de femmes. Et pourtant, cette mesure n'est pas enseignée. C'est vraiment un point important puisqu'on a un outil qui va vers les gens, qui leur donne une information. Une étude comme celle de Yves Berlin qui a montré que les femmes... Pardon. Voilà. Une étude qui a montré que les femmes qui ont les conditions socio-économiques les plus défavorables, si on leur propose une aide financière pour arrêter de fumer, ça marche. Et ça marche parce qu'en même temps que cette aide financière, on mesure le monoxyde de carbone dans l'air expiré. Et ça pose donc la question de la formation des professionnels de santé, des médecins. Et secondairement, il y a la question qui a été évoquée par M. Ferrand, qui est la question des droits des individus. Et que ces droits, c'est d'abord la citoyenneté. Et que quand ces droits fondamentaux ne sont pas respectés, eh bien, ça devient difficile de faire de la promotion pour la santé. Et pour finir la boucle de la transversalité, c'est-à-dire que ce qui constitue les inégalités de santé, c'est les lobbying qui fabriquent la diffusion de l'alcool, du tabac et du cannabis. Je ne sais pas si je suis clair. Merci beaucoup. Alors, je vous propose que nous avons encore très peu de temps. Donc, je vous propose de poser juste une question qui a été posée pour Éric Legrand concernant ses travaux. Donc, le régime de détention, maison d'arrêt, femmes, quartier, centre de détention, hommes, a-t-il été pris en compte? Et la question du genre. Alors, sur la premier aspect, oui, comme je disais dans le PowerPoint, oui, cette question des régimes de détention, centre de détention, maison d'arrêt, etc., oui, ça a été pris en compte puisqu'il y a des questions d'autonomie, il y a des questions d'organisation aussi, mettre en place un atelier collectif dans un bâtiment où les personnes peuvent être libres d'accès, tranche avec, quand je dis tranche, avec une maison d'arrêt ou ça peut être qu'à des heures spécifiques. Les femmes ne peuvent pas se déplacer sans les surveillants, etc. Donc voilà, toutes ces questions-là ont été prises en compte. Et effectivement aussi la question du genre. Alors tant sur les questions des problématiques qui pouvaient être évoquées, mais aussi dans... je donnais cet exemple de l'accessibilité au terrain de foot. Voilà, c'était une demande des femmes en termes d'accessibilité et d'équité par rapport à la maison d'arrêt des hommes. Donc,
On retrouvait cette question du genre au travers effectivement des actions qui pouvaient être développées, au travers des demandes qui pouvaient être formulées. Donc ces aspects-là ont été évoqués. Là où la question du genre aussi est impliquée, c'est que le régime de détention en maison d'arrêt des femmes, c'est une petite unité. Elles ne peuvent pas, alors je le dis de cette façon-là, être mélangées avec les hommes à certains moments. Donc ça rentre aussi sur toutes les questions autour du genre, de la mixité, de l'accessibilité aux soins aussi. C'était aussi une demande des femmes d'accéder directement à l'unité sanitaire sans surveillant. Donc ça a été discuté, contrairement aux hommes de la maison d'arrêt qui, eux, peuvent venir quand ils veulent à l'unité sanitaire. La différence, c'est 40 contre 700. Donc là, voilà, à un moment donné, les surveillants, ils ne peuvent pas faire 50 déplacements. Donc ça a été reposé aussi en termes d'équité, d'accessibilité en tant que tel. Merci beaucoup pour vos questions, vos réponses. Malheureusement, on ne va pas pouvoir... Est-ce qu'on a le temps pour les deux? On prend 5 minutes, 5 minutes. D'accord, alors on a encore juste une ou deux questions. Ah, pardon. Mais parce que moi, j'ai vu des mains à gauche là, qui se levaient. Non, je ne sais pas qui veut s'exprimer. Peut-être madame. Oui. Je vais être très courte. Moi aussi, Oui, une question courte alors déjà. Voilà. Je suis Marion Lamort-Boucher, je suis maîtresse de conférences en médecine générale. Donc, comme vous parlez beaucoup des médecins généralistes, j'ai une certaine expérience de recherche, mais aussi de terrain. Pour être tout à fait synthétique, peut-être la question qu'on peut se poser collectivement, c'est dans le contexte de ressources en soins primaires en France, est-il éthique de demander à des médecins généralistes de passer du temps sur de la recherche? Voilà. Parce que ce temps-là, on l'enlève aux soins et on l'enlève aux patients. Et je ne dirais pas plus de choses, on pourrait évidemment beaucoup abonder là-dessus. Merci. Et ma question, elle revenait aussi sur le même, dans l'usage et le circuit du médicament dans les EHPAD. Je vais faire très synthétique, c'est un peu le même constat. C'est, en fait, tout à l'heure, on a dit personne n'a intérêt à diminuer personne n'a pas... Oula, pardon. Tout le monde a intérêt à faire diminuer cette consommation d'antibiotiques ou cette mauvaise utilisation dans le cadre des recommandations actuelles, etc. Mais en réalité, tout le monde n'a pas... En fait, il y a un intérêt économique, tout le monde n'a pas cet intérêt, en fait. Notamment la manière dont est rémunéré le prescripteur et la manière... Alors, j'enlève les ROSP qui sont donnés au bon usage des antibiotiques, mais notamment la manière dont sont rémunérés les professionnels de santé qui dispensent, donc en gros les pharmacies, qui vont être rémunérés à la boîte et aux chiffres. Voilà. Pour répondre à votre question, c'est une question très... Voilà, on a déjà beaucoup pensé à ça, mais c'est tout l'intérêt d'un essai pragmatique. C'est-à-dire, en fait, si on fait un essai qu'avec des PUPH qui ont le temps, qui sont payés aussi pour faire la recherche, en fait, c'est très peu transférable, car ce n'est pas vraiment des médecins généralistes. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à coter, et ça, c'est aussi dans nos résultats, c'est-à-dire c'est très compliqué, ils n'ont pas le temps, et ça, c'est les médecins qui nous ont dit, c'est-à-dire, en fait, le temps que je passe à faire la recherche, je soigne pas mes malades. C'est vraiment le défi de la recherche pragmatique, de la recherche interventionnelle. Mais moi, je suis convaincue que la meilleure recherche interventionnelle est des essais pragmatiques qui sont les plus proches. Et effectivement, je pense que la façon d'organiser certains soins doivent quand même prendre en compte ça. Et c'est pour ça aussi que nous, on travaille beaucoup avec des centres municipaux de santé, où on va passer par le directeur ou la directrice qui va effectivement dire que, par exemple, vous, comme médecin, vous pouvez prendre 10-20% du temps. C'est compliqué, je sais, mais on ne peut pas aussi demander aux chercheurs et chercheuses de faire des essais pragmatiques. Et comment on peut faire des essais pragmatiques qui ne sont pas vraiment faits et menés par des gens qui, après, doivent quand même les mettre en place. Je ne sais pas si j'ai répondu. Juste, je voulais compléter avec un élément sur la participation des médecins généralistes à la recherche. Dans le projet Oranit, on a prévu de les dédommager sur le temps qu'ils participent pour pas que ça soit un manque à gagner pour eux sur la partie soins. Néanmoins, ça ne résout pas, pendant ce temps-là, ils ne passent pas du temps auprès des patients. Donc effectivement, je comprends la question. Sur les prescriptions et tout le monde qui n'a pas intérêt à faire diminuer les consommations antibiotiques, alors théoriquement, je suis d'accord, parce que c'est une rémunération à l'acte. Néanmoins, la consultation, elle peut exister sans prescription d'antibiotiques et être rémunérée au même titre.
Par ailleurs, il faut modérer ce propos par le fait que les antibiotiques, ce n'est pas des médicaments excessivement chers par rapport à des chimiothérapies. C'est d'ailleurs pour ça que le développement est nul dans l'industrie pharmaceutique sur ce domaine-là. Et c'est un vrai problème, parce que la résistance fait qu'on ne va plus avoir de solutions thérapeutiques au bout d'un moment. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une personne avait encore un micro. Alors vraiment très rapidement. Dernière petite question, du coup, de façon un peu transversale et par rapport au thème de la session. Selon vous, finalement, quel est le moment le plus opportun pour réfléchir à la transférabilité d'une intervention? Et est-ce que cette étape est réfléchie au même titre que d'autres étapes justement dans une intervention? Et aussi, quels acteurs, est-ce que tous les acteurs d'une intervention doivent être impliqués justement dans cette réflexion de la transférabilité? Voilà. Nous, dans ce cadre-là, comme je le précisais, c'était vraiment dès le départ, en fait. On l'a vraiment pensé dès le départ. Voilà, il y avait cet objectif-là. Je ne dis pas qu'il a été traité tout de suite, hein, parce qu'il fallait que la démarche se mette en place. Donc là, c'était un vrai challenge aussi. Après, dans l'objectif, moi, je trouve que c'est important de pouvoir discuter, alors sous des formes diverses et variées. Hein. On n'a pas présenté le schéma aux personnes détenues comme à d'autres personnes, mais je pense que c'est important parce que même sous ce terme, je crois que ça a été évoqué, de transférabilité, on ne met pas les mêmes choses. Donc il y a aussi cet enjeu-là de clarifier aussi. Alors, on peut le faire au fur et à mesure, bien sûr, mais de clarifier aussi ce qu'on met sous cette dénomination-là. Alors moi, j'irais même plus loin, je dirais avant le départ, parce qu'il faut financer ces questions relatives à la réflexion sur la transférabilité, à l'implication des acteurs et au dédommagement éventuel que j'évoquais tout à l'heure à titre d'exemple. Et puis aussi à plusieurs moments. C'est-à-dire qu'au départ, ça ne suffit pas. Il faut le penser tout au long du projet et notamment avec le caractère dynamique des programmes qu'on développe qui vont évoluer avec les résultats de l'évaluation. Donc c'est un moment important. Et puis les acteurs, pour qu'ils s'engagent dans la démarche et qu'ils soient à même d'adopter le programme une fois qu'il aura montré son efficacité, s'ils n'ont pas participé à son élaboration et aux réflexions sur cette transférabilité, ils ne pourront pas le mettre en œuvre derrière. Donc là-dessus, je pense que c'est important de les impliquer. C'est tout ce que demandent les approches participatives. Je vous remercie. On va devoir arrêter les questions. Il y a une question sur le chat à laquelle on n'a pas pu répondre. On est désolé. On va passer la parole à Valérie Ride qui va donc avoir la lourde tâche de conclure la journée. Bon courage. Journée très riche en échanges et en développement. Et merci encore à tous les participants et à l'IRESP pour cet événement. Oui, très très lourde tâche. D'abord, merci de m'avoir invité à cette lourde tâche. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'imagine que vous avez tous hâte d'aller boire un verre d'eau pétillante après tout ce qu'on a entendu. Je vais essayer de faire une petite conclusion de ce que j'ai entendu toute la journée, avec évidemment toutes les limites qui s'imposent d'un exercice comme ça délicat, brûle pour point. Et je vous demanderai évidemment de ne pas me jeter l'eau propre si je ne vous dis pas ce qu'il faut. Alors je reviens évidemment sur l'enjeu conceptuel classique de ce rapport dont a parlé Linda au début, auquel j'avais participé avec des collègues anglais et canadiens sur la définition d'une notion de contexte. Et comme vous pouvez la voir, elle était pas géniale. Et à l'époque, je me souviens de toutes les discussions qu'on avait eues avec les collègues. On n'avait pas vraiment trop travaillé sur ces questions-là et on voulait avancer sur ce qu'on allait mettre dans le guide. Et finalement, on est assez limité, je trouve, dans cette réflexion par rapport à toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui, qui sont allées beaucoup plus loin, je pense, dans la réflexion. Pourtant, des travaux sur le concept de contexte sont multiples, sont nombreux et interdisciplinaires et on les compte plus en fait. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont réfléchi à comment on définit un contexte, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et de la recherche clinique à la recherche interventionnelle en santé des populations. On a vraiment beaucoup de choses. L'un des papiers les plus célèbres sur cet enjeu essayait de réfléchir à la question de maturité conceptuelle en comparant la notion de contexte de la notion de mise en œuvre et en nous expliquant que la notion de mise en œuvre était d'un niveau de maturité plutôt
moyen ou intermédiaire, alors que la question du contexte était encore assez peu développée, et on le voit aussi dans les écrits scientifiques et dans les débats. En même temps, on peut se demander à quoi ça sert d'aller très très loin dans la notion de contexte. En tout cas, au sens conceptuel, est-ce que c'est pas plus important de tenir compte du contexte, comme vous l'avez toutes et tous montré aujourd'hui, sur la manière dont on peut tenir compte de ces éléments dans les interventions. Alors, j'ai donc demandé à Claude qu'est-ce que c'était que le contexte. Donc, avec un collègue sénégalais, là, Faliba, on a regardé sur les différents intelligences artificielles aujourd'hui en ligne, comment pouvait le moins mauvais qu'on a trouvé, et qui finalement, comme disent nos amis québécois, c'est pas si pire la définition qui nous sort. Alors on a demandé à Claude de nous faire une synthèse de la notion de contexte à partir de la littérature scientifique internationale. Alors c'est le moins mauvais système, c'est Claude 3 Opus. Si ça vous intéresse, vous pourrez, je ne vais pas vous lire toute la définition, vous allez voir ça après, mais c'est intéressant de voir que même la fameuse intelligence artificielle nous propose des choses pas si mal finalement sur ce que c'est que le contexte, et on peut se demander effectivement si c'est intéressant de continuer. Ce que j'ai bien aimé, c'est plutôt la dernière phrase et la phrase sur la notion de construction de sens et la manière dont la construction du sens derrière la notion de contexte va évoluer et va changer beaucoup, et par le message qu'on va donner et par qui va le faire. Et donc la première session de ce matin, introductive par les panélistes qui ont ouvert, puis ensuite Linda qui a fait une synthèse, m'a fait penser à un certain nombre de choses que je vais essayer de vous partager rapidement. D'abord, on a parlé de science des solutions. Alors je trouve ça souvent un peu prétentieux, comme si on avait la solution et que d'autres ne l'avaient pas. Je pense qu'il faut être un petit peu plus modeste, et le collègue de Dijon, de l'ARS, a bien mis en avant le besoin d'être un peu plus... l'humilité, disait-il, sur ces questions-là, et je pense qu'il faut faire attention à cet enjeu. Ensuite, Rémi a parlé, et c'est la première fois que j'entends, la science du dernier kilomètre. Je n'avais jamais entendu ça, et je me demande si c'est pas mieux de parler de la science aussi du premier kilomètre, et que si la recherche interventionnelle en santé des populations s'occupe juste du dernier kilomètre, je pense qu'on a manqué quelque chose de manière importante. Il a évoqué aussi cette fameuse étude connue sur le temps qu'a mis la marine anglaise à utiliser le citron pour éviter le scorbut et ses enjeux de connaissance. Et on voit toutes les présentations d'aujourd'hui, de ce matin, sur les défis qu'on a quand même en France, sur plein de choses. Alors, il y a des scandales internationaux, donc on vient de parler pour les prisons, mais l'alcool, le tabac, enfin, vous avez montré toutes et tous des chiffres assez effarants. Et là, on est moins dans la question de la science de la mise en œuvre, mais plutôt dans l'utilisation de la recherche, comme dit Langer, de science of using science, de la manière dont on peut faire en sorte que les recherches soient utiles et utilisées. Et je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. On en a assez peu parlé dans la journée, sur comment on s'assure et on fait et on se préoccupe de la manière dont la recherche peut être utile et utiliser la perception de ces choses-là. L'autre élément qui m'a semblé intéressant, et je reviens à la définition de notre intelligence artificielle, c'est qui perçoit quoi et comment on perçoit cette notion de contexte. J'ai découvert, puisque ça fait longtemps que je n'étais pas en France, là, mais qu'il y a ce fameux comité d'évaluation des interventions dites efficaces ou prometteuses. Donc je suis allé par curiosité regarder quels étaient les 11 sages membres de ce comité qui décident qu'est-ce qu'une intervention efficace ou pas, et voilà leur discipline qui est assez évidente et qui montre le manque de diversité dans les disciplines pour décider qu'est-ce qui est de la donnée probante et comment ça fonctionne, et qui est au courant de la fameuse Commission mondiale des données probantes qui vient de sortir son rapport à assez peu de monde. Et aucune personne vient des SHS dans ce comité, donc on se demande comment en 2024 on est encore en mesure de se dire c'est une intervention de promotion de la santé qui plus est efficace sans le recours aux sciences humaines. Et j'ai bien aimé également le collègue de l'ARS, alors peut-être parce que c'est un bourguignon, enfin, je ne sais pas si c'est un bourguignon, mais qui a utilisé le gâteau et la cerise sur le gâteau. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il a parlé du gâteau, il a parlé de méthode et de rigueur. Il n'a jamais parlé de quelle méthode et de quel type de rigueur. Donc il n'a pas pris position d'un point de vue épistémologique sur c'est mieux les RCT, on en a vu beaucoup aujourd'hui, ou c'est mieux l'évaluation oraliste, comme on a discuté tout à l'heure. Il a dit juste il faut des méthodes et de la rigueur, et ça, je pense que c'est plutôt intéressant de ne pas tomber dans la fétichisation d'une méthode
et le besoin aussi de diversité. C'est pour ça que je vous ai ici mis référence du dernier livre de Connell sur la décolonisation des savoirs. On en parle beaucoup en sciences humaines, assez peu en médecine et encore un peu moins en santé publique, en tout cas dans le monde francophone. Il y a un vrai besoin de décloisonner, de réfléchir à la manière de tenir compte de l'ensemble des savoirs. Et vous l'avez dit dans toutes vos présentations également, comment on donne la place aussi à d'autres savoirs, pas seulement académiques, mais évidemment présentiels, existentiels des personnes avec qui et pour qui on travaille. Alors la première table ronde a beaucoup évoqué les enjeux de partenariat et j'ai trouvé ça vraiment aussi passionnant et un enjeu qui vient d'être révélé aussi, rediscuté tout à l'heure sur la question des médicaments, sur les enjeux liés aux intérêts en fait finalement. Dès qu'on travaille en partenariat, dès qu'on travaille dans la RISP, on est en intérêt, en enjeu de pouvoir, en enjeu de rapport, alors rapport de genre, rapport de sexe, rapport de domination, rapport de tout ce que vous voulez, mais il y a ces enjeux de pouvoir et de savoir qui sont en permanence et qui sont difficiles. Et moi, j'ai bien aimé le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, pendant la journée, se sont relativement ouvertes à expliquer ce qui s'est passé et comment on l'a fait. Pas toujours, parce que c'est évidemment difficile en public de raconter nos histoires de cuisine interne dans nos équipes où on se tape tous dessus et ça se passe mal. Et ça, on ne le dit pas, mais on sent quand même que parfois, il y a des enjeux importants. Le deuxième élément qui était intéressant, c'est la question des financements. Alors ça, c'est récurrent. Il n'y a jamais assez d'argent et c'est assez logique dans un monde de la santé publique française qui est largement sous-financé par rapport à d'autres domaines dans le biomédical et la clinique et la précarité finalement de tout le monde en fait. La recherche française, la RISP, mais aussi de l'intervention et vous l'avez dit, tous ces IRS, toutes ces associations, tous ces jeunes chercheurs, tous ces doctorants, il y a quand même beaucoup de précarité dans notre domaine et la précarité des populations avec qui et pour on travaille est centrale, mais la précarité de toutes ces personnes est aussi centrale. Et les annonces de coupes budgétaires vont certainement pas nous aider. Et ça joue beaucoup sur la temporalité. Comment faire de la RISP sur 5 ans, 10 ans, si vous changez de gens tout le temps, si votre institution, par exemple, dans mon institution, on n'a pas le droit d'avoir le même contrat CDD plus de 4 ans. Et donc, vous avez un postdoc qui est brillant et qui n'arrive pas à avoir de poste parce qu'il n'y a pas de poste. Et en même temps, vous n'avez pas le droit de recruter, même si vous avez un budget. Parce qu'il a Donc, vous faites des magouilles, vous allez voir d'autres. Enfin, tout le monde se débrouille et tout le monde le sait. Et il y a un vrai problème. Mais en même temps, on comprend qu'il faut lutter contre cette précarité. Évidemment, il y a des enjeux éthiques. La première table ronde a beaucoup parlé de ça. Des enjeux éthiques, des enjeux d'équité qui sont très, très liés, des méthodes et comment ces questions-là sont liées, associées et sont souvent centrales à la question du contexte du déploiement des RISP. Et enfin, le moment où la recherche va être utile dans l'intervention. On a vu, il y a encore des situations où des interventions ont démarré alors que la recherche n'a pas été impliquée, ou l'inverse, ou des moments où on va faire de la recherche mais on n'arrive pas à impliquer des gens de l'intervention. Et il y a un vrai défi permanent, je pense, dans les enjeux de RISP autour de ces questions-là. Ça m'a fait penser évidemment à ce vieil article que vous connaissez certainement tous et toutes là de Pénélope sur la manière dont on perçoit les interventions et que finalement une intervention c'est un événement dans un contexte dans lequel on vit et que c'est rien de plus que ça et que souvent c'est en plus de tout le reste et on en a parlé tout à l'heure sur les enjeux autour de la médecine générale, c'est évidemment central. La deuxième table ronde a montré la pluralité des méthodes. Et ça, c'était vraiment également très intéressant. Pluralité des méthodes, pluralité des questions d'évaluation. On ne se concentre pas que sur l'efficacité, on s'interroge un peu aussi sur l'adaptation, l'efficacité, les processus. On a un peu moins parlé des enjeux d'équité. On en a parlé comme un enjeu contextuel, mais on a vu peu encore d'interventions qui se préoccupent. On a usé du vocabulaire à la mode d'universalisme proportionné, mais dans la pratique, on a encore du mal à le faire ou même à l'évaluer. Et il y a certainement beaucoup de travail tous ensemble pour faire ça. On voit encore un peu du recours instrumental aux approches qualitatives sur des RCT, où on voit que les approches qualitatives sont encore pas forcément toute la valeur dont on pourrait s'attendre de ces approches. On voit aussi beaucoup d'adaptations dans cette deuxième table ronde, des théories à des contextes particuliers, des interventions à des contextes, des cadres conceptuels à des contextes, et ça c'est plutôt intéressant. Il y a eu également des interventions, des réflexions sur le fait que le contexte pouvait être aussi une intervention, et vice-versa, mais aussi la notion de territoire qui a été apportée, et de voir que tout ça, il y a des frontières qui ne sont pas évidentes. Enfin, il y a 3 instruments
au sens de la politique publique classique, qui m'ont semblé être mises en avant dans ce panel, mais également dans le troisième. La question de l'itération, le fait de travailler toujours, vous savez, comme la fameuse démarche en spirale des recherches-actions. Dans l'itération de la RISP, ça peut fonctionner aussi sur cette question-là. On a entendu beaucoup, alors je ne sais pas si c'est mon oreille qui est particulière, mais le terme de gratuité. Beaucoup de gens ont évoqué cet enjeu-là, donc la question de l'accès pour tous et les enjeux qu'on a autour de ça. Et on a parlé de beaucoup de co-co. Alors là, c'est la co-construction pour moi, vous le notez comme vous voulez, mais l'importance d'être dans de la co-construction et dans le travail permanent. Et je ne suis pas sûr qu'on soit tous suffisamment formés, outillés pour faire ça, et c'est assez difficile. Et enfin, évidemment, le contexte politique où on voit encore les politiques qui s'abrogent le droit de passer à l'échelle des interventions avant même que les résultats de l'évaluation soient là, et en même temps on nous parle d'interventions prometteuses, efficaces, et donc il y a quand même une réflexion globale à avoir autour de ces enjeux. Évidemment, ça m'a fait repenser à ce livre classique de Parsons dont certaines personnes doivent connaître, et dans ce livre, il en parle assez peu quand même, mais il revient sur la notion de contexte, et comme on en parle aujourd'hui, je pensais important de reprendre sa citation en disant, évidemment, Parsons, c'est le roi de la complexité, mais on entend souvent la complexité de l'intervention. Et lui, il en rajoute une couche en disant, attention, il y a aussi la complexité du contexte. Donc finalement, tout est complexe, on est tous complexes, tout va bien, et on fait quoi? Mais voilà, je pense que c'est important de se souvenir également de l'enjeu du contexte, qui lui aussi est complexe. Mais même ceux qui vont manger à la table de l'évaluation réaliste ne sont pas forcément les meilleurs que les autres sur cette complexité. Il y a une revue qui vient de sortir sur la manière dont ces gens-là, qui utilisent cette méthode, s'approprient la notion de contexte, et on voit qu'elle n'est pas claire non plus chez eux, et qu'ils n'arrivent pas non plus à expliquer ce que c'est et comment ça marche. Donc on a certainement besoin d'avancer sur ces questions-là. On est passé évidemment du fameux setting qui est beaucoup utilisé dans la promotion de la santé à la notion de contexte, mais on a encore un peu de chemin à parcourir. Enfin, la dernière table ronde a mis l'accent sur des éléments qui étaient un peu moins discutés dans les deux premières, sur des contextes organisationnels, mais on aurait peut-être aimé de voir aussi impliqués dans ces réflexions, et c'est peut-être pas l'occasion, mais des sociologues, par exemple, spécialistes de l'analyse organisationnelle, qui souvent ne sont pas tout le temps dans nos approches. On voit l'importance de la co-construction dans le domaine clinique, pharmaceutique, des EHPAD, les médecins généralistes, et tous les défis qu'on a dans ce travail organisationnel. Donc on est moins dans des recherches populationnelles, mais là on est plus au niveau organisationnel. Et puis la question qui est intéressante également à porter dans ce panel, l'utilisation de cadres conceptuels, de les adapter, de les utiliser, puis de les adapter au contexte. Et enfin, évidemment, le scandale des inégalités sociales de santé dont on parle depuis tout le temps, et on continue d'en parler. Et le Covid a parfaitement montré qu'on avait tous, une nouvelle fois en santé publique et en France, oublié cette question-là. Tous les résultats qui sortent, tous les uns derrière les autres, montrent très clairement que, encore une fois, et c'est la situation de crise, donc on n'avait pas le temps, on n'y a pas pensé, mais encore une fois, on l'a oublié. Et enfin, la question de la dynamique du contexte, les interventions ou les actions, la manière dont les gens ont travaillé pendant très longtemps dans différentes organisations montrent que c'est important de se préoccuper de ces questions-là. Donc je termine, et donc cette troisième table ronde m'a fait penser à des enjeux dans la fameuse Implementation Science, qui utilise beaucoup le cadre dont certains ont parlé tout à l'heure du CFIR, mais eux aussi ne sont pas très forts sur la notion de contexte. Et il y a une revue également qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui montre que la question de contexte est assez peu appliquée, et ils ont quand même réussi à lister une douzaine de dimensions dont il faut tenir compte quand on fait dans nos analyses. Je vous laisserai aller voir l'article si vous ne le connaissez pas. Évidemment, le fameux CFIR a son origine en 2009, qui est un cadre très utilisé, et qui vient d'à peu près plus de 500 références, avait un peu oublié de définir la question du contexte interne-externe, et dans la version récente, la 2022, vient de le définir un peu plus, mais on est encore un peu plus autour du setting que du contexte. Et une démarche méthodologique qui est assez peu connue, à ma connaissance, en France, ou même à l'international, et que je trouve assez intéressante. On l'a utilisé 2-3 fois avec nos équipes, mais c'est le fait de travailler sur un cadre conceptuel à partir d'autres cadres conceptuels, et d'essayer de faire quelque chose, une démarche rigoureuse, systématique, qui permet évidemment de publier votre nouveau cadre, entre guillemets, mais en même temps, pour vos travaux, si ça vous intéresse, vous
pourrez aller voir ces travaux de Carole, qui est celui qui a fait la fidélité, mais il a fait d'autres choses. Et en conclusion, ce qui est intéressant dans la journée, c'est qu'on est revenu, alors je reprends les termes de quelques personnes évidemment, dans la réalité, dans la vie réelle, et la plupart des présentations étaient vraiment au cœur de ça. Ça, c'était intéressant, la réalité de la consommation, de toutes sortes de consommations avons-nous vu, la réalité des inégalités qui est permanente, et la réalité d'une santé publique qui est encore très épidémiologique et qui est encore très sous-financée et qui montre des défis qu'on a. Sur les interventions, la plupart des interventions ont mis l'accent sur ces instruments dont j'ai parlé, le besoin d'itération, de revenir, le besoin d'accès aux produits et aux interventions, le besoin de co-construction, le besoin de s'intéresser à la pérennisation avant même qu'on s'intéresse à la pérennité, le besoin d'agilité et les défis qu'on a entre je suis agile, je m'adapte au contexte, mais en même temps je respecte le plan que je m'étais fixé. Le troisième élément, c'est la temporalité du contexte. Le fait qu'évidemment, un contexte n'est pas immuable, il va évoluer dans le temps en permanence. Et ça, c'est évidemment très, très, très compliqué. Je pense aussi qu'il y a cet enjeu de précarité dont j'ai parlé. Je ne reviendrai pas, mais il y a un vrai enjeu sur ces questions-là. Et donc sur la capacité de notre communauté à répondre à des besoins et à de travailler pour produire des connaissances utiles. Si on n'est pas, si on est toujours dans la précarité, et si on n'est pas des réflexions sur la pérennité, sur le besoin d'utiliser la recherche avant la mise en place d'interventions. Ce n'est pas encore un réflexe de tout le monde. Est-ce qu'il faut qu'il le soit? Je ne sais pas, mais c'est un enjeu. Alors j'ai mis la RISP en Ligue 1, c'est parce que ça m'a fait rire lorsqu'on fait tous nos présentations, on met tous nos logos de tous nos bailleurs de fonds et on est vraiment dans des... Voilà, on est vraiment dans le foot ou dans ce que vous voulez, et on va se mettre derrière les panneaux pour voilà. Et on a un vrai problème de financement, et donc on va tous chercher des financements dans tous les sens, et on met tous nos logos. Et c'est un vrai problème, je pense, collectif. Enfin, le contexte politicien, j'avais mis un H, mais je l'ai enlevé, je me suis dit, je vais me faire taper dessus. Cette question de la mise à l'échelle, alors on a parlé tout à l'heure de HPV, mais rappelez-vous... Martin Hirsch avec son RSA, enfin bon, des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Comment on doit s'interroger sur ce qu'on fait, pour qui on le fait, puis comment et à quoi ça sert. Et puis j'ai quand même écrit scandale, on a quand même plein de scandales de santé publique. Alors on a un scandale en Martinique, Guadeloupe, mais on a plein de scandales ici aussi. Vous les avez tous dit, vous avez montré la prison, l'alcool, le tabac. Enfin bon, c'est assez incroyable, et on se demande... Vraiment, où va-t-on? Alors, je ne voulais pas terminer par un truc négatif. Donc, je termine par un truc positif en souhaitant la permanence de cette réflexivité qu'on a eue là pendant toute la journée. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Ce n'est pas des positions délicates. Ce n'est pas évident de se mettre ici ou dans la salle et de se poser des questions sur qui on l'a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait. Et donc, mais je pense qu'il faut que ça devienne quelque chose de relativement et transparent, mais aussi constructif pour qu'on puisse avancer et améliorer les choses. Et j'ai dépassé mon temps de 5 minutes, je pense, donc je m'arrête. Je vous remercie.